mieux vivre, mieux manger aujourd'hui, j'ajouterais pour ceux qui ont le choix évidemment, pour mieux vivre demain, bon c'est le thème de ce forum. Alors parmi toutes les calamités qui nous guettent, le réchauffement climatique, la fin du pétrole, la mondialisation sauvage, j'en passe et des pires, en France nous sommes le pays du bien vivre paraît-il, et il apparaît le fléau de l'obésité. Et puis aussi celui de la malbouffe, que je pense qu'il ne faut pas confondre avec celui de la malnutrition. On verra ça tout à l'heure très en détail. Mais alors, évidemment, plus de 6 milliards, je crois, d'êtres humains sur Terre, et une planète qui ne grossit pas en même temps que le genre humain, c'est pas facile. Alors, pas manger, mal manger, trop manger, bien manger, quelle solution, quels critères retenir, quel comportement adopter? Que veut dire finalement bien manger pour des individus que la science nous incite constamment à considérer comme uniques? Comment faire le tri entre les certitudes et les modes diététiques qui se succèdent? Alors pour faire le point, à défaut de faire le tour de ces problèmes, le professeur Pierre Deschlotte de l'équipe appareil digestif environnement nutrition de l'université de Rouen, qui est à mes côtés, CHU de Rouen également, le docteur Joël Ladner, qui est tout au bout là-bas, et qui nous a fait le plaisir d'être avec nous ce soir, il est maître de conférences des universités, praticien hospitalier, département épidémiologie et santé publique, les hôpitaux de Rouen et Charles Nicolle. Et puis Monsieur Mamané Zailani qui est interface chez Nutri7, qui est la seule société française de l'agroalimentaire entièrement dédiée aux programmes humanitaires et internationaux. Elle est basée, je crois, à Malonnet. Tout à l'heure, peut-être, vous pourrez nous décrire la fiche de poste de ce qu'on appelle un interface, Monsieur Mamané Zailani, parce que moi, je ne sais pas très bien. Mais bon. Alors, je me permets de vous rappeler que à toutes et tous qui êtes présents ce soir, qu'un forum implique des questions et des réactions. Alors, il est assez rare de pouvoir s'adresser directement à des vrais spécialistes du bol alimentaire. Alors, questionnez et il vous sera beaucoup répondu. Je vais commencer par passer la parole à Monsieur au docteur Joël Ladner. Alors, la nutrition et la santé publique, vraiment un lien direct et très important, Joël Ladner. Oui, très bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Effectivement, un sujet extrêmement important, extrêmement vaste, que je vais essayer d'aborder. Donc les problèmes de santé publique sont extrêmement, en matière de nutrition, sont extrêmement larges. Alors moi, je vais un petit peu ce soir vous parler dans mon plan. Rapidement, on verra un petit peu, on se rappellera tout simplement les grandes pathologies liées à la nutrition. Aujourd'hui, il y a des faits bien établis. On sait bien qu'une alimentation qui n'est pas très saine, une mauvaise alimentation, est vraiment responsable de pathologies. On verra un petit peu lesquelles, on rappellera en termes de santé publique comment elles sont. J'insisterai également rapidement sur une chose qui est assez nouveau en définitive, c'est cette fameuse que l'on qualifie aujourd'hui, cette épidémie d'obésité, de surpoids qui touche la France, mais les autres pays d'Europe, et on essaiera de faire le point, et vous verrez que c'est une question de santé publique que l'on connaît de mieux en mieux. En tout cas, on a des évolutions, on a 10 ans de recul avec des évolutions, des tendances qui sont assez significatives, et on la connaît bien également en termes de facteurs ou de prédisposition, je pourrais dire, à devenir en surpoids ou voire en obésité. Je parlerai également donc de quelques études qui sont très récentes en France, qui sont sorties, alors des éléments qui avaient été un petit peu déjà pressentis dans d'autres pays du monde, notamment aux États-Unis ou d'autres pays d'Europe, qui montrent qu'en définitive, effectivement, on a des populations qui sont défavorisées et qui vont être ces populations qui sont aujourd'hui à risque d'être en surpoids, de présenter un surpoids ou d'être en obésité. Donc, on verra également un petit peu ces populations donc défavorisées, leurs conditions nutritionnelles. Je terminerai très rapidement dans les pays en voie de développement. Je crois que c'est important, même rapidement. Alors, nutrition et maladie, les principales pathologies aujourd'hui sur lesquelles on sait on a donc des liens entre une alimentation notamment trop riche et la survenue de pathologies. C'est notamment les cancers. Alors, j'ai rappelé un petit peu leur importance en termes de santé publique. Vous savez que les cancers sont des maladies qui sont extrêmement fréquentes. C'est la première cause de mortalité chez les hommes, c'est la deuxième cause de mortalité chez les femmes, donc c'est une mortalité extrêmement fréquente, très forte. C'est également une incidence, c'est-à-dire à peu près 240 000 nouveaux cas de cancer en France. C'est le risque d'avoir un cancer. Vous voyez que chez un homme, c'est à peu près un risque sur deux, c'est-à-dire un homme sur deux présentera un cancer dans sa vie et à peu près une femme sur trois globalement. Donc ce sont des pathologies extrêmement fréquentes et même si on a en termes de cancer énormément progressé dans la connaissance, dans la prévention et surtout dans la prise en charge thérapeutique, parce qu'il y a aujourd'hui des cancers dont la survie, la guérison est
est acquise, il reste quand même des cancers aujourd'hui pour lesquels il y a encore des progrès à faire. En termes de maladies cardiovasculaires, 2 grandes maladies cardiovasculaires sont liées à une alimentation, les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux. Vous voyez là aussi une cause de mortalité extrêmement importante. C'est à peu près, les infarctus du myocarde, c'est environ 110 000 cas par an, et les AVC, c'est à peu près 130 000 cas d'AVC en France par an, avec, il faut noter, une forte diminution de la mortalité, mais une forte diminution qui est surtout liée en définitive à une prise en charge thérapeutique qui s'améliore de plus en plus. Et le coût, c'est 5 milliards d'euros par an à peu près, c'est ce que ça coûte, donc la prise en charge de ces pathologies à la société. C'est également évidemment le diabète non insulinant dépendant, le diabète qu'on appelle autrement dit le diabète de type gras, c'est une pathologie, c'est à peu près 1,5 million de patients en France, donc ça c'est fortement lié à des habitudes nutritionnelles beaucoup trop riches. C'est une prévalence de 2,5%, ça veut dire qu'il y a 2,5% de la population française qui présente un diabète de type 2. C'est une incidence en augmentation, de plus en plus de diabète, pas pour 2 raisons relativement simples. On a une population qui vieillit de plus en plus, donc c'est quand même une pathologie là. Personnes âgées, et c'est également une évolution naturelle de cette maladie qui progresse donc de plus en plus, liée effectivement à des désordres alimentaires, ou en tout cas une alimentation qui n'est pas toujours très saine. Et 30% des patients qui ont un diabète de type 2 font des complications, et ce sont ces complications, ce n'est pas la prise en charge du diabète en tant que telle qui coûte cher, ce sont les complications qui vont coûter extrêmement cher. L'ostéoporose, c'est vraiment une pathologie féminine. 10% des femmes à 50 ans, un risque de fracture du fémur qui est élevé. Une femme sur 2 qui a une ostéoporose fera une fracture du fémur. On sait bien que la fracture du fémur, c'est un événement important en termes de perte de mobilité, de risque d'accru de survenue de la dépendance. Et le coût, vous voyez que là aussi, il est loin négligeable en termes de 1 milliard d'euros. L'hypercholestérolémie, là aussi, c'est le risque de survenue de maladies cardiovasculaires, d'un infarctus du myocarde, voire d'un accident vasculaire cérébral. Et l'obésité, j'en parlerai. Donc vous voyez qu'en termes de pathologie, le coût d'une mauvaise alimentation, même, est extrêmement lourd, même si ces pathologies, les cancers, faire un cancer, ce n'est pas simplement avoir une mauvaise nutrition, une mauvaise alimentation, il y a également d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Qui sont bien connus. Les principales complications à l'obésité, je les cite rapidement, vous voyez qu'elles sont cardiovasculaires, respiratoires et ostéo-articulaires, elles sont extrêmement importantes en termes de morbidité, en termes de coûts de prise en charge médicale. Alors le risque de mortalité monte là en fonction donc de l'indice de masse corporelle. Vous savez qu'on a un indice de masse corporelle qui idéalement doit être entre 20 et 25. Au-dessus de 25, on est en surpoids, au-dessus de 30, on est en obésité, en dessous de 18, on est dans une situation d'anorexie. Donc on s'aperçoit sur ce graphique que, vous voyez, que le risque de mortalité, jusqu'à l'IMC normal, ici entre 23 et 25, le risque est à peu près même inférieur à 1, vous voyez qu'il augmente fortement, particulièrement pour des IMC qui sont élevés. Donc le risque de mortalité, il augmente fortement quand le poids augmente. Ça, c'est bien prouvé. Vous voyez à l'opposé, fait également important, quand le poids est beaucoup trop faible, c'est-à-dire sur des IMC inférieurs à 18 dans des situations d'anorexie importantes, vous voyez que le risque de décès, là aussi, est très fort et supérieur à 2. Alors, quelles sont nos habitudes alimentaires très rapidement? Une consommation donc de fruits et légumes en moyenne 200 grammes par jour, c'est une consommation insuffisante, on le sait bien. Et simplement, donc, on va regarder là, les recommandations du Programme national santé et nutrition. Ici, normalement, tout le monde, c'est au moins 5 légumes par jour. Vous voyez que ça concerne à peu près 10% de la population française. Il y a 13% des femmes et 8% des hommes qui ont une consommation recommandée selon le Programme national nutrition santé. Alors l'apport alimentaire, là aussi, donc selon l'âge et le sexe, on s'aperçoit évidemment que l'alimentation, en quelque sorte, c'est en fruits et légumes, s'améliore avec l'âge. Il est nettement supérieur chez les femmes, il est toujours supérieur chez les femmes. Il y a une consommation de fruits et légumes plus importante chez les femmes, et on voit qu'on a une augmentation donc, de cette consommation avec l'âge. On s'aperçoit que là, sur quelques années, en termes d'évolution des quantités, en termes purement quantitatifs, en réalité, il y a peu d'évolution, il y a peu de différence. Les produits laitiers, rapidement, je passerai là aussi très vite. Il y a à peu près un quart des 18-75 ans qui ont consommé au moins 3 produits laitiers. Ce sont les recommandations donc, du Programme national santé et nutrition sans différence.
Les consommations, là aussi, de viande, d'œufs, poissons, c'est une consommation donc quotidienne de 1 à 2 fois par an de viande, 1 ou 2 fois par jour, excusez-moi, de viande, avec donc très peu de différence, là aussi, selon le sexe et selon l'âge. Je passe assez vite parce que je pense qu'on aura l'occasion dans la discussion d'en reparler. La perception de l'alimentation, là aussi, on a une petite évolution dans la population française, puisque manger, c'est-à-dire prendre soin de son corps et de sa santé, ça concerne à peu près 46%, donc 46% des Français ont cette opinion-là. Manger est un moment de plaisir, vous voyez qu'on a quasiment des opinions qui sont très partagées, où manger c'est important, il faut manger sain, il faut également manger bon, c'est-à-dire là aussi on reconnaît bien la caractéristique française. Donc les attitudes face à l'alimentation, eh bien, comment sont informées? Donc les 3 personnes sur 4 considèrent qu'être bien fermé sur l'alimentation. Donc les niveaux de connaissances sont relativement bons. On a l'impression quand même que les messages passent. Et comment ont été informées donc les populations? 50% par les médias, 20% par les professionnels de santé. Et là aussi, on a des caractéristiques sociodémographiques qui sont assez différentes. Donc, puisque manger équilibré est quelque chose qui apparaît surtout avec l'âge. Alors, si on regarde cette fois-ci, ce qui se passe, je vais insister un peu plus sur l'évolution donc du surpoids et de l'obésité en France. Les derniers chiffres qui datent de 2006, donc qui sont extrêmement récents et qui sont d'actualité, montrent que la prévalence, c'est-à-dire 12% de la population française, présente une obésité et le surpoids 29%. Donc, quand on fait la somme des deux, on s'aperçoit qu'on a un peu moins de 50%, on va dire un peu moins d'une personne, d'un Français sur 2, qui a un problème de poids. Soit il est en termes d'IMC, son poids est supérieur à 25, soit il est en situation d'obésité. Ce qui est également important, c'est que cet IMC, cet indice de masse corporelle, et je vous ai mis sur la partie droite de la diapositive les valeurs normales et leur qualification, c'est que cet IMC progresse régulièrement lors des enquêtes de l'enquête OBP qui recense, enfin qui mesure l'évolution donc de l'IMC. Et vous voyez qu'il progresse à peu près en moyenne de 0,08 kg par mètre carré par an depuis 10 ans. Alors vous allez me dire c'est très peu, mais en réalité, en termes donc de surpoids et en termes d'obésité, on a une augmentation de ces deux pathologies, de ces deux pathologies dans la population française qui est assez importante. Et à peu près, l'augmentation de l'obésité, ce que j'ai mis, on a à peu près 2 350 000 nouveaux cas d'obésité en moins de 10 années en France, donc de personnes obèses. Et on a vu que ce sont surtout ces personnes obèses qui vont présenter des complications, des problèmes de maladie. Alors cet indice de masse corporelle, si on regarde, on a 42% de la population qui est en surpoids ou en situation obèse. Donc quand on regarde ici, on s'aperçoit qu'on a ici donc on a 29% et l'obésité, on a 12,4% de la population donc, qui est en situation d'obésité. Et cette obésité, on peut la décliner en obésité de type variable extrêmement importante, avec des obésités ici qu'on qualifie de morbides, d'accord, avec donc des IMC extrêmement supérieurs à 35, qui sont importantes. Alors quand on essaye à partir de ces données qui ont été faites sur l'étude OBP, qui sont des données qu'on appelle représentatives, c'est-à-dire représentatives de la population française, quand on les extrapole à la population française des plus de 15 ans, on s'aperçoit qu'on a à peu près 14 millions de Français qui sont dans un problème de surpoids, et on a quasiment 6 millions de Français qui ont un problème d'obésité. Et je le répète, ces problèmes d'obésité, ce sont des problèmes qui vont entraîner la survenue de pathologies. De pathologies, on a vu de type cancer, etc., une mauvaise malnutrition, mais surtout l'obésité a son propre cortège de maladies. Alors si on regarde un petit peu en détail cette épidémie d'obésité et de surpoids, on s'aperçoit premièrement que cet indice de masse corporelle, donc qui permet de mesurer, il augmente régulièrement avec l'âge, et qu'on retrouve ici sur ce graphique. Alors c'est peut-être un peu flou, mais simplement on a ici les situations, donc les personnes qui ont un IMC normal, et ici, qui sont ici en surpoids, et ici donc en morbidité, on s'aperçoit, et vous avez ici les tranches d'âge, c'est-à-dire la tranche d'âge la plus jeune, la tranche d'âge ici la plus âgée, on a une augmentation régulière, d'accord, du surpoids au cours de l'âge. C'est-à-dire on n'a pas un surpoids majeur qui existe, d'accord, sur les 15-24 ans, mais au fil des années, on a donc
c'est surpoids qui apparaît, également cette obésité qui a tendance à apparaître au fil des années. Et donc les dernières données d'OBEPI 2006 montrent que les hommes sont, on va dire essentiellement en surpoids, et en surpoids plus important, d'accord, mais on a une obésité qui est loin d'être négligeable chez les femmes. Autrement dit, l'obésité est importante jusqu'en 2000 chez les hommes, mais on a un phénomène assez nouveau en France de montrer qu'on a une proportion de femmes qui est assez importante d'être en situation d'obésité. Alors comment évolue donc CTMC sur les 4 enquêtes OBEPI, qui est la seule source de données que l'on dispose pour suivre l'évolution donc de l'obésité en France? Eh bien on s'aperçoit, vous voyez qu'en surpoids on a probablement on a une stabilité, on a globalement 29%, c'est ce qu'on vient de voir la population française qui est en surpoids, mais en termes d'obésité, c'est-à-dire avec un IMC supérieur à 30, qui est loin en termes de santé publique qui est très embêtant, c'est que vous voyez que la proportion de la population française qui est en obésité augmente régulièrement depuis 10 ans. Alors si on regarde un peu plus en détail, quel est le profil des populations qui vont être en situation d'obésité? Eh bien, on s'aperçoit, et là c'est une première caractéristique, ce sont essentiellement donc des catégories socio-professionnelles, d'ouvriers, vous voyez ici, d'employés et de professions intermédiaires. D'accord? C'est surtout là, et vous avez là les 4, donc l'évolution depuis 1997 jusqu'à 2006, donc les 4 enquêtes OBEPI, eh bien on s'aperçoit qu'on a, vous voyez, chez les ouvriers, une augmentation régulière et importante de la fréquence de l'obésité dans cette population d'ouvriers. Et chez les employés, vous voyez, c'est un petit peu c'est la même situation chez les professions intermédiaires. Alors que si on regarde chez les cadres, les professions supérieures libérales, eh bien on a eu une augmentation importante et on a l'impression, c'est une hypothèse qu'on peut formuler, on a une impression donc sur la dernière enquête OBEPI qu'on a eu un changement de comportement dans ces populations, et c'est assez bien connu que quand il y a des problèmes de santé, les populations qui les premières vont réagir, bien évidemment ce sont les populations de cadres, ce qu'on appelle les cadres et les professions libérales. Alors l'évolution de l'obésité selon les revenus, là aussi elle est, je pourrais dire à la limite caricaturale et assez importante, c'est qu'on a une relation très forte, enfin relation inversement proportionnelle entre l'obésité et donc les revenus. L'obésité, d'accord, on la retrouve là aussi pour les revenus les plus faibles, les revenus mensuels les plus importants. Ce sont là donc on a des proportions, une population, la population la plus obèse, enfin la plus fréquemment obèse en France. Quand on regarde quand des revenus sont quand même beaucoup plus importants, on s'aperçoit là aussi qu'on a donc une évolution. Alors, ce qui est également un petit peu inquiétant dans l'enquête en BPI, c'est que sur des revenus, vous voyez ici, entre 1000, on va dire, jusqu'à 2000 euros globalement, eh bien, on a une augmentation régulière et croissante de la proportion de personnes qui présentent une obésité dans cette population-là. Alors si on regarde cette fois-ci l'obésité en termes de géographie, ce sont là aussi les résultats de 2006, eh bien on s'aperçoit globalement on s'aperçoit que dans toutes les régions de France, hormis quelques-unes qui sont en blanche là, sur cette carte, elles sont au nombre de 4 régions, on a une augmentation donc de l'obésité qui est assez nette. Si on regarde la situation cette fois-ci en Haute-Normandie, ben, c'est ce que je vous ai mis sur la droite de la diapositive, vous voyez que l'obésité en Normandie, en Haute-Normandie, excusez-moi, progresse fortement. C'est une progression qui est extrêmement forte. Et en termes de progression, on a une obésité ici à 18% dans le Nord-Pas-de-Calais. En 2006, c'est la deuxième région où l'obésité est la plus importante dans la population des plus de 15 ans. Là aussi, avec une progression extrêmement importante entre 2003 et 2006, puisqu'on passe de 12% à 16%. Il se passe probablement des choses. On a là une augmentation et la deuxième région, la Haute-Normandie, en deuxième position, juste derrière dans le Pas-de-Calais. Donc c'est vraiment une problématique de santé publique régionale. Si on regarde cette fois-ci une enquête qui a été menée par Hervé Villet et son équipe de l'Observatoire régional de santé, qui a regardé donc le surpoids et l'obésité chez des collégiens entre 11 ans et 15 ans, et bien simplement on s'aperçoit entre les garçons et les filles qu'il y a 11% de garçons qui sont donc en surpoids et 8% des filles, mais surtout chez ces collégiens, des collégiens qui sont scolarisés en zone d'éducation prioritaire et des collégiens qui sont scolarisés en zone non d'éducation prioritaire, bien évidemment, on a quasiment 4 points de plus
de collégiens qui sont en surpoids ou qui ont des problèmes d'obésité dans cette population d'enfants scolarisés en zone d'éducation prioritaire. Et si on regarde selon les deux départements de la Haute-Normandie, là aussi les chiffres sont très différents. Cette fois-ci, si on regarde un petit peu le surpoids, une enquête qui a été menée, une enquête récente qui a été menée en 2004, chez des élèves de 6e en Haute-Savoie, qui a été menée en 2003, excusez-moi, quand on regarde simplement quels sont les facteurs de risque pour un enfant de 6e, donc un enfant de 11 ans, d'avoir un problème de poids, d'être déjà en surpoids, voire en situation d'obésité, les deux flèches rouges montrent qu'il y a deux facteurs qui sont majeurs ici. D'accord ? Évidemment, un facteur que l'on connaît bien et sur lequel on comprend bien, c'est-à-dire avoir une activité télévision beaucoup trop longue, d'être trop souvent devant la télévision ou les jeux vidéo. Et il y avait également quelque chose qui a été signalé par quelques études, qui est un facteur extrêmement important, extrêmement fort, c'est être donc déjà en surpoids lors du bilan scolaire de 6 ans. Et autrement dit, les enfants qui sont en surpoids déjà à la sortie de grande section de maternelle qui rentrent au CP, ils ont là aussi un facteur extrêmement fort, ils ont 15 fois plus le risque d'être à nouveau, avoir un problème de poids quelques années plus tard, en tout cas en 6e. Donc il n'y a pas eu de correction et ça montre effectivement que c'est un facteur et qu'on a probablement et qu'on ne sait probablement pas suffisamment prendre en charge en termes de santé publique ces enfants qui ont un problème de poids extrêmement tôt et qui, ce poids se corrige un peu et c'est un poids en 6e qui pose déjà des problèmes. Donc rapidement sur celle-là, là aussi qui montre, c'est une étude qui a été faite sur plusieurs régions françaises, c'est ce qu'on vient de voir, ce qui s'est passé, ce qu'on vient de voir en Haute-Normandie, là sur l'étude d'Herbévillers, d'accord, la prévalence, la fréquence des enfants qui ont un problème de poids, là aussi ce sont des enfants qui sont scolarisés en zone prioritaire. Alors si on regarde cette fois-ci, des études assez particulières, notamment sur ce qu'on appelle, nous, les inégalités de santé en santé publique. Alors en France, on a ce qu'on appelle le paradoxe français, le French paradox, qui est de dire on a un système de santé qui est performant, on a un bon système de santé. Malgré ce bon système de santé, on a donc des situations extrêmement paradoxales, et notamment on a des inégalités de santé qui sont extrêmement fortes. Et j'en ai mis 3 ici, qui sont les 3 inégalités de santé caractéristiques du système de santé en France. C'est qu'on a un écart d'espérance de vie qui est différent entre les hommes et les femmes. On a un petit peu l'habitude de se dire que les femmes vivent plus longtemps, mais il faut savoir quand même, c'est une particularité très française. Par exemple, au Japon, c'est la femme japonaise qui a l'espérance de vie la plus élevée au monde, et c'est l'homme japonais qui a l'espérance de vie le plus élevée également au monde. Donc on n'a pas cette disjonction ou cette inadéquation entre les espérances de vie des hommes et des femmes. En termes de région, là aussi, l'espérance de vie est très différente en France selon la région dans laquelle vous habitez. Autrement dit, il vaut mieux habiter une région du sud de la France pour avoir une espérance de vie qui va être beaucoup plus longue. Et vous voyez que la différence de vie entre un homme du Nord-Pas-de-Calais et de quelqu'un de la région de Toulouse est différente de 5 ans. C'est loin d'être négligeable. Et enfin, on a des inégalités de santé qui sont également très fortes, très prononcées, et on l'a vu en termes de nutrition qu'elles existaient aussi sur les catégories socio-professionnelles, puisque l'espérance de vie, cette fois-ci à l'âge de 35 ans, pour des gens qui sont engagés dans la vie active, entre un cadre et un ouvrier non qualifié, est presque de 7 ans. D'accord ? Donc vous voyez qu'on a ces inégalités de santé sont extrêmement fortes chez nous. Alors peut-être qu'en discussion, on pourra essayer de savoir pourquoi elles sont aussi fortes. Alors sur les facteurs socio-économiques en termes d'obésité, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui ? On a de connaissances qui sont récentes. En France, on s'est intéressé à l'obésité dans d'autres pays, notamment aux États-Unis un peu plus tôt. Mais en France, on a déjà, depuis 10 ans, une évolution, une bonne idée de l'évolution de la fréquence de l'obésité et du surpoids. On a vu grâce aux enquêtes OBEPI qui sont une source de données extrêmement importante et probablement la source qui s'est répétée, qui permet de suivre et de détecter les problèmes. On a également des études qui commencent à être menées et je vais vous en montrer quelques-unes. En termes d'obésité, l'obésité est 2 fois plus fréquente chez les ouvriers que chez les cadres. Ça, c'est l'enquête OBEPI qui l'a montré. Alors, est-ce que c'est la question posée aujourd'hui, est-ce que c'est le niveau d'éducation ou la catégorie socio-professionnelle qui est un facteur de risque d'être en situation d'obésité ou de surpoids? En France, l'obésité est liée au niveau d'éducation et à la catégorie socio-professionnelle. C'est lié à ces 2 facteurs. Au Royaume-Uni, en Autriche,
l'obésité est seulement liée au niveau d'éducation, c'est-à-dire on retrouve des personnes obèses sur des niveaux d'éducation, de connaissances d'éducation qui sont assez faibles. En Finlande, les Finlandais ont montré qu'avoir eu des difficultés socio-économiques dans l'enfance, autrement dit avoir vécu dans des familles qui ont connu des difficultés, est un facteur de risque d'être en surpoids, en obésité à l'âge adulte importante. Et puis enfin aux USA, où l'obésité est extrêmement forte, 30%, estimé à peu près à 30% de la population américaine, on avait au début de cette épidémie, on avait surtout des populations défavorisées qui étaient obèses. Aujourd'hui, on a une sorte de généralisation de l'épidémie en France. Et la situation est très différente de la situation française. Alors, le parent obèse, enfant obèse, il y a quelques études qui posent cette hypothèse. Une étude allemande a montré qu'il y avait une relation, effectivement, le fait d'avoir des parents. D'accord. Et cette étude allemande, elle a expliqué, on le comprend assez facilement, par des mauvaises habitudes alimentaires, une sédentarité, une faible activité physique au sein donc, de la famille, sont des facteurs qui expliquent. Alors l'excès pondéral rapidement chez les 10-18 ans, là aussi pour montrer simplement que cet excès pondéral, il va être extrêmement important, c'est ce qu'on dit, chez des enfants qui vivent dans des familles d'employés, voire d'ouvriers. Là aussi, chez les 5-6 ans, on s'aperçoit que le risque là est loin d'être négligeable, que donc d'avoir un enfant en situation donc de surpoids quand cet enfant est dans une catégorie dans une famille d'ouvriers, d'employés, mais également que quand un membre, au moins de la famille, présente également un surpoids. Dans les populations précaires, c'est-à-dire ces populations défavorisées qui sont extrêmement importantes, on les estime à peu près en 3,7 et à 7 millions, donc ce que j'ai appelé de pauvres, de populations défavorisées, populations en situation précaire, selon l'INSEE. Il faut savoir que la précarité, il y a plusieurs définitions en France qui sont utilisées, donc on a des chiffres un petit peu différents. Mais enfin, on estime que ces familles en situation précaire, c'est plusieurs millions de personnes en France. Elles sont défavorisées économiquement, elles sont à risque de développer des pathologies. Ça, c'est relativement bien établi. C'est assez récent. On sait que ces populations ont plus de risques de développer des diabètes, des maladies cardiovasculaires, des cancers. D'accord ? Donc, on peut se poser le rôle du facteur nutrition et d'autres facteurs également, bien évidemment. Il faut se poser le rôle de cette origine nutritionnelle possible. Docteur Lannner, je vais encore être très désagréable. Oui, je vais terminer. Vous avez deviné? Voilà, c'est l'étude Avena, c'est une étude qui a été publiée en 2006, donc une étude extrêmement récente, qui montre que dans les centres, enfin que dans ces populations en situation précaire, on s'aperçoit, vous voyez, qu'elles soient donc dans des structures d'aide, c'est-à-dire des structures d'aide, des personnes qui fréquentent des banques alimentaires ou dans des centres donc d'examen de santé qui sont des centres CPAM, on s'aperçoit là aussi que les populations en surpoids, en obèses sont extrêmement importantes. D'accord ? Là aussi, et sur ces populations qui sont également précaires, défavorisées, on retrouve des marqueurs biologiques, donc d'hypertriglycérémie, donc un cholestérol sanguin beaucoup trop élevé, qui sont également fréquemment retrouvés. Alors rapidement, et je vais terminer, donc dans les pays en voie de développement, on a un petit peu aujourd'hui le problème de ce qu'on appelle le double fardeau, qui est un terme très, très OMS, c'est qu'on a des problèmes nutritionnels qui vont être présentés, notamment de malnutrition caractéristique, de carence en vitamine A, carence en iode, des anémies nutritionnelles chez les enfants. C'est le premier fardeau. Le deuxième fardeau, c'est qu'on est dans une transition, on a une transition, on pourrait dire épidémiologique. On a donc l'émergence de maladies non transmissibles, l'émergence de maladies chroniques, et on retrouve dans une tranche assez importante de la population des maladies cardiovasculaires, des cancers dans ces populations, qui sont là aussi liés en partie à des troubles alimentaires, des troubles nutritionnels. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous et bravo. Professeur Deschlottes. À nous, Pierre Deschlottes, dites-moi, alors, qu'est-ce que je fais, moi, en Normandie? Qu'est-ce que je fais en Normandie avec mon caddie? Qu'est-ce que je mets dedans? Des oméga 3, 4, 5, 6, cueillir des cerises. Comment je fais pratiquement sur le terrain? Alors, on va parler bien sûr donc de fréquence de consommation des principaux groupes d'aliments. Vous savez qu'on distingue globalement le côté un peu céréales, féculents, légumes secs, on va dire tout ce qui tourne autour de l'amidon pour faire simple, les sources principales de protéines, viande, œufs, poissons, les fruits et légumes dont on parlera beaucoup. Bon, les boissons, ça va vite parce que la seule boisson vraiment nécessaire, c'est l'eau.
Et puis sinon, on sera amené à plusieurs reprises pour différents types de pathologies, c'est bon, à rester sur le problème du calcium et des aliments sources de calcium. Alors, évidemment, on a toujours tendance à considérer que les boutons noirs, ce sont les matières grasses. Il faut nuancer un petit peu ça, on le verra au fil du propos. Alors, il faut toujours raisonner quand on va parler équilibre alimentaire et bien-être par rapport à l'alimentation, non seulement dans ce qui rentre, mais aussi dans ce qui sort. On ne se contente pas de manger de l'énergie, on consomme aussi de l'énergie pour toutes nos activités physiques. Vous voyez là, je suis debout, je trépigne parce que c'est la fin de la journée et je suis content d'être avec vous après avoir été assis toute la journée dans des réunions. Ça dépense un tout petit peu d'énergie et quand on marche un peu plus, on dépense du travail et de la chaleur. Donc notre bilan énergétique, c'est bien une question d'entrée, mais aussi de sortie, c'est très important. Et donc, alors après, on peut faire toutes les caricatures que l'on veut. Il va falloir essayer de se situer dans des contextes différents pour comprendre comment prendre des repères tels que ceux qui vous sont donnés dans le petit bouquin vert qui a été distribué. Alors, vous avez bien compris, d'après le propos de Joël Ladner, que ce n'est pas mince comme enjeu, puisqu'on considère qu'environ 30% du déterminisme des maladies cardiovasculaires, du cancer, sont directement liés à des facteurs nutritionnels. On voit bien sûr l'enjeu concernant l'obésité. Je vous parlerai tout à l'heure des problèmes liés aux troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, et puis on dira quelques mots sur les questions de dénutrition qui ne sont pas anodines, même chez nous en France métropolitaine. Alors, sur le plan cardiovasculaire, ce qui est bien clair par rapport aux habitudes alimentaires, c'est que les facteurs de risque bien démontrés, c'est l'excès calorique, en particulier sous forme de matières grasses, par rapport aux dépenses, excès par rapport aux dépenses, et puis qualitativement l'excès donc de cholestérol, de graisse saturée et l'excès de sel par rapport donc aux besoins réels. Mais il faut nuancer donc cet aspect sur les matières grasses par l'aspect qualitatif, puisqu'on sait maintenant que autant les graisses saturées, c'est-à-dire pour simplifier, celles qui viennent des produits d'origine animale, doivent être plutôt diminuées dans notre alimentation, autant au contraire, il serait intéressant de réaugmenter un certain nombre d'acides gras qu'on appelle insaturés, monoinsaturés, comme l'acide oléique qui vient de l'huile d'olive principalement, ou des polyinsaturés, et en particulier ceux qu'on appelle les fameux oméga 3 qui sont à toutes les sauces actuellement. Et ces oméga 3 qu'on trouve soit dans les huiles de poisson, soit dans certaines graminées, comme le lin, comme la cameline, ou comme d'autres sources végétales riches en oméga 3. Donc là, il y a un facteur de rééquilibration entre les apports oméga 3 par rapport aux apports d'autres types de lipides. Ce qu'on sait également maintenant, c'est qu'il y a aussi d'autres facteurs alimentaires qui sont préventifs sur le plan cardiovasculaire. En particulier, donc, nous avons certainement besoin d'augmenter notre consommation de glucides complexes, c'est-à-dire toutes les sources que j'évoquais tout à l'heure d'amidon, mais comportant donc des sucres longs en termes de chaîne biochimique et lents en termes de digestion et d'absorption. Également donc augmenter les fibres, donc c'est travailler en gros sur la pomme de terre, le pain riche en céréales, en fibres, etc. Et puis donc d'autres composants tels que des antioxydants qui sont présents notamment, mais pas seulement dans les fruits et légumes, des vitamines comme l'acide folique, la vitamine B9, qui sont très déficitaires dans pas mal de régions en France, et en particulier dans le nord de la France, c'est-à-dire ici également. Tout ceci, c'est un profil de facteurs protecteurs qui malheureusement sont insuffisamment présents dans notre alimentation par rapport au risque cardiovasculaire. Il ne faut pas oublier un élément important qui fait partie de la nutrition, encore une fois, c'est la dépense énergétique. Vous avez eu une grande soirée sur l'activité physique l'autre jour. Il faut être ni trop ni trop peu, n'est-ce pas? Mais il en faut suffisamment. Et actuellement, nous ne bougeons pas assez. Et il y a un effet protecteur direct sur le plan cardiovasculaire de l'activité physique. Alors, côté cancer, bien sûr, on aimerait tous prévenir le cancer. Alors, c'est d'autant plus ici parce qu'on sait qu'on est mal loti en termes de fréquences beaucoup plus élevées en Haute-Normandie de différents types de cancers par rapport à la moyenne nationale. Non seulement ils sont plus fréquents, mais ils sont plus graves, peut-être parce que l'accès aux soins est également plus tardif, à des stades plus avancés. Donc ça coûte très cher à soigner un cancer pour la société, sans parler bien sûr du préjudice pour l'individu et sa famille. Et donc il est bien évident que si on pouvait travailler sur la prévention, ce serait l'idéal. Mais la prévention du cancer, c'est complexe, parce que le cancer, ce n'est pas un facteur qui donne le cancer, sauf peut-être le tabac pour le cancer du poumon, où on est à peu près en adéquation dans 90% des cas. Mais dans la majeure partie des cas, en particulier sur tous les cancers du tube digestif, c'est une association
de facteurs qui jouent un rôle. Donc, bien sûr, la génétique, les facteurs alimentaires, des facteurs d'environnement, infectieux, et puis des facteurs chimiques dans un certain nombre de cas. Alors là, on sait maintenant qu'il existe, en fonction des profils de consommation alimentaire, des habitudes à risque, soit de déclencher la cancérisation, soit de faciliter la croissance de la tumeur, donc d'agir aux différents stades. Et dans ce domaine-là, il est clair que si on voulait faire vraiment de la prévention, ce n'est pas très compliqué. On peut déjà limiter pratiquement 50% des risques en se méfiant de quelques mauvaises habitudes et en ayant des bonnes fréquentations. Alors les mauvaises habitudes, disons-le en passant, ce n'est pas de la nutrition, mais ça va avec le comportement en général. Le tabac, là, il n'y a pas à dire, tout le monde est bien convaincu. Maintenant, le législateur est passé par là, c'est une bonne chose, mais il y a encore un peu de travail pour que tout passe dans la pratique en termes de réduction du risque. Sur l'alcool, c'est à peine plus nuancé, puisqu'on sait que dans une faible consommation, de type 1 ou 2 verres chez la femme, 2 à 3 maximum chez l'homme, n'augmente pas le risque de maladie en général, de cancer en particulier. Est-ce que c'est vraiment protecteur? Il y a un grand débat, je crois qu'on ne va pas se lancer là-dedans. Mais en tout cas, il est clair qu'à partir de 3 ou 4 verres standards, même chez l'homme, ce n'est pas grand-chose, 3 ou 4 verres standards en moyenne par jour, on augmente très nettement le risque de cancer. Et s'il y a alcool plus tabac, évidemment, là, c'est un effet tout à fait désastreux. Alors, sur le plan nutritionnel strictement, par rapport au cancer, toujours, donc là, on sait, et on retrouve heureusement les mêmes écueils à éviter que pour le cardiovasculaire, ça va simplifier les messages, c'est que là encore, l'excès calorique, évidemment, est très, très néfaste, en direct et via l'obésité et le surpoids, mais aussi, si on regarde plus en détail le qualitatif, on sait que là encore, ce sont les graisses saturées consommées en excès qui augmentent le risque, et également les sucres simples, ce qu'on appelle les sucres raffinés, donc le sucre, les sucres rapides, donc le saccharose essentiellement, hein, donc le sucre de table, et toutes les formes qui peuvent être cachées ici et là dans notre alimentation. Là encore, la sédentarité, on n'y pense pas toujours, mais la sédentarité augmente le risque de cancer. Et puis alors après, c'est un peu anecdotique, le barbecue, les poissons fumés, ça a été montré dans certaines études en Europe du Nord, ça nous concerne un petit peu moins. Alors, les bonnes fréquentations en termes de prévention du cancer, ce n'est pas très compliqué. C'est essentiellement les fruits et les légumes, parce qu'au travers des fibres, des antioxydants, d'un certain nombre de composants protecteurs, la consommation au niveau recommandé, donc 5 fruits et légumes, 5 portions ou équivalent de fruits et légumes par jour, réduit très clairement le risque de cancer. Il ne faut pas oublier le calcium. On pense au calcium pour l'os, c'est très bien, on y reviendra, mais le calcium, et c'est bien démontré dans de nombreuses études, est associé lorsqu'il y a un niveau de consommation élevé de calcium, c'est associé avec une réduction du risque de cancer, en particulier de cancer du tube digestif, du côlon, et ça s'explique par l'effet direct du calcium sur les processus de division au niveau des cellules intestinales. La consommation de poisson est également protecteur, d'abord parce que ça apporte peut-être certains composés protecteurs, mais aussi parce que quand on mange du poisson, on ne mange pas du cochon, et donc on diminue de facto la consommation de graisses saturées. Là encore, on retrouve notre huile d'olive qui a un effet protecteur également sur la cancérogénèse, et puis des choses un peu plus exotiques, alors le thé vert, les crucifères, l'ail, l'oignon, ça fait un peu sourire, hein, ça fait catalogue à Larry Cazaray de son bouquin d'il y a 20 ans, mais c'était un précurseur, Larry Cazaray, parce que depuis 20 ans, il y a beaucoup d'études très sérieuses parues dans des grands journaux qui ont bien montré que la consommation régulière d'aliacées, d'ail, d'oignons à forte quantité avait un effet protecteur sur la cancérogénèse, en particulier de l'estomac, et on l'explique maintenant sur le plan biochimique. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Alors, il faut se méfier des miracles, des mirages et des arnaqueurs en tout genre, parce que malheureusement, vous avez un certain nombre d'offres sur le marché ou sur le web qui vous disent que si vous mangez tel ou tel complément nutritionnel magique, enrichi en des tas de choses, vous allez prévenir le cancer. C'est souvent un leurre, ça peut même être dangereux, puisqu'il a été montré que des quantités excessives de certaines vitamines antioxydantes ou de certains oligo-éléments pouvaient paradoxalement augmenter le risque de cancer. Vous voyez, il faut être nuancé. Si on travaille dans un enrichissement de notre alimentation quotidienne avec des profils de fréquence de consommation favorables, on a un effet protecteur, mais si on verse dans le tout pilule de façon excessive, on risque de basculer dans le sur-risque, ce qui n'est évidemment pas l'objectif. Donc si on veut résumer cancer, ce qui est bien, limiter la sédentarité et le surpoids, pas de tabac, pas du tout, pas trop d'alcool,
Et puis donc diversifier nos sources de protéines, donc ça veut dire qu'on va manger un peu moins de viande, un peu plus de poisson, un peu plus de laitage, du coup on va inverser un certain nombre de facteurs, et puis diversifier les sources de lipides, moins de graisse d'origine animale, plus de graisse d'origine végétale ou tirée du poisson, et puis surtout beaucoup plus de fruits et légumes. Vous voyez, heureusement, ça correspond avec ce qu'on disait aussi sur le plan cardiovasculaire, sinon ce serait un peu compliqué à réaliser en pratique. Alors l'obésité, on l'a vu, elle est là. Pourquoi elle est là? Parce qu'on dépense moins que ce qui rentre dans notre bilan énergétique. On a tendance à penser que les gens mangent beaucoup plus qu'il y a 30 ou 40 ans. En fait, c'est faux. La consommation calorique totale en France a diminué au fil des 20 ou 30 dernières années, mais malheureusement, la dépense a beaucoup plus diminué que la consommation. Donc notre bilan énergétique, lui, est beaucoup trop positif. Et c'est donc ce déséquilibre entre les entrées et les sorties qui est bien en cause, bien sûr sur le plan strictement calorique, mais là, il faut introduire d'autres dimensions. Joël Ladner nous a bien rappelé les dimensions socio-économiques, défaut d'accès à la connaissance, défaut de prise en charge, moins bonne compréhension des messages de prévention, etc. Et puis, des facteurs très importants qui sont liés au stress, liés au statut psychologique et à tout ce qui perturbe le bien-être psychologique et qui va directement au niveau de notre cerveau perturber un certain nombre de mécanismes régulateurs de la prise alimentaire. On le reverra tout à l'heure par rapport à ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire, justement. Donc tout ça, ça doit être pris en compte dans une attitude de prévention et pas seulement ce qu'il y a dans l'assiette. Alors, bien sûr, on sait qu'après, si l'obésité est là, il y a de nombreuses complications qui nous guettent, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les complications rhumatologiques, le cancer encore, puisque, par exemple, le risque de cancer du sein augmente de 8% pour un excédent pondéral de 5 kg. Et or, dans la région, comme on a beaucoup d'obésité féminine, ça contribue certainement aussi au fait qu'on ait beaucoup de cancer du sein dans la région. Alors, vous voyez l'envolée de déchets d'obésité, je n'y reviens pas. Notre région, donc 16% en 2006, numéro 2 en France, hélas. Et puis, également, si on regarde cette fois-ci le comportement de nos concitoyens en Haute-Normandie qui vont voir le médecin généraliste, eh bien, on s'aperçoit, c'est une enquête donc, qui avait été réalisée en collaboration avec notre groupe de recherche et l'Observatoire régional de la santé en 2002, c'était la thèse d'André Petit. Donc, 900 patients vus par le généraliste, eh bien, il y a 20% d'obèses, 40% de surpoids. Ça, c'est en 2002. Donc, à l'époque, on était à 13% dans la population générale ici d'obèses. Et vous voyez qu'il y avait 20% chez le généraliste. Ça montre bien que ces patients-là, assez logiquement, ont plus besoin de soins, consultent plus, et que donc, ils vont nécessiter une intensification de notre intervention médicale. Alors, comment on en arrive là? Alors, c'est multifactoriel, on l'a dit. Et il y a un des points sur lesquels je voudrais insister, dans la constitution de beaucoup d'obésité, en particulier d'obésité chez les sujets jeunes, chez les adolescents ou chez les adultes jeunes, les femmes comme les hommes, parce qu'on en voit aussi beaucoup maintenant chez les hommes, c'est donc la déstructuration alimentaire. Vous voyez cet adolescent pressé qui renverse le plateau que voudrait lui offrir de petit déjeuner sa pauvre mère désespérée, parce qu'il n'a pas le temps de manger le matin. Alors qu'est-ce qu'il va faire après? Il va grignoter dans la matinée, il va sauter la cantine parce que c'est pas bon, il va aller au kebab, et l'après-midi, etc. Alors effectivement, c'est ce qu'a bien mis en évidence cette enquête de comportement alimentaire sur les lycéens et collèges. Alors, tout à l'heure, donc Joël Ladner vous a bien montré les chiffres inquiétants concernant l'obésité et le surpoids. Eh bien pourquoi? Quand on regarde avec ce questionnaire toute une série de comportements de ces lycéens et ces collégiens, je passe sur la méthodologie statistique, ça a été très bien fait. Vous voyez, 30 établissements qui ont participé, donc 2800 questionnaires, quand même, c'est un bel échantillon représentatif. Eh bien, bon, la pyramide d'âge, elle est logique par rapport aux classes étudiées. Il y a des garçons, il y a des filles. Est-ce qu'ils prennent un petit déjeuner? Eh bien, vous voyez qu'il y en a quand même près de 10% qui n'en prennent jamais et 20 ou 30% qui n'en prennent pas tous les jours. Donc déjà, la journée commence mal. Ensuite, est-ce que vous prenez au petit déjeuner des produits laitiers? On est péniblement à 40%. Donc là, ça commence mal aussi parce qu'on ne couvrira pas les besoins en calcium de la journée, c'est clair. Est-ce que vous prenez des sucres lents? 40%, c'est déjà ça, mais ça veut dire que les autres n'en prennent pas. Donc s'ils n'ont pas eu un peu de pain ou d'équivalent pour se caler le matin, ils vont à 10h, 11h avoir des fringales et ils vont grignoter des barres X, Y, Z qui sont très denses en calories, très, très riches en matières grasses saturées. Est-ce que vous prenez par contre, à défaut de prendre du pain, est-ce que vous prenez des viennoiseries, des choses comme ça? Malheureusement, ce n'est pas idéal, mais ils en prennent beaucoup.
parce que c'est facile, ça se mange vite dans l'autobus de ramassage scolaire, etc. Mais le pain au chocolat du supermarché, c'est une catastrophe sur le plan qualitatif. Hein. C'est hyper dense en énergie, c'est beaucoup de graisses saturées et souvent des matières grasses bas de gamme pour des raisons de coût. Est-ce que vous mangez des fruits? Bien, vous voyez que c'est assez affligeant parce qu'il y a quand même 5% qui n'en mangent jamais et puis 23% qui en mangent péniblement moins d'une fois par semaine et 23% moins d'une fois par jour. Donc on est très très loin de nos recommandations de, par exemple, 2 fruits et 3 légumes par jour pour faire 5. Les légumes, c'est à peu près le même constat. La charcuterie, par contre, reste très en vogue dans la région. Hein. On a encore, vous voyez, près de 15% de ces jeunes, 20% même chez les collégiens, qui mangent de la charcuterie une fois par jour, quand ce n'est pas 2 fois par jour. Donc ça témoigne de la persistance dans les habitudes familiales de la région, de ce qui était tout à fait logique il y a 50 ans, lorsqu'il fallait faire 10 km à pied pour aller au collège et qu'on travaillait dans les champs. On avait une grosse dépense énergétique, mais il n'est plus du tout adapté à nos modes de vie actuels. Le poisson, alors, on pourrait se dire on est au bord de la mer, mais malheureusement, ce n'est pas encore tout à fait ça, parce que vous voyez qu'on a quand même 54% qui en mangent à peine une fois par semaine, voire jamais. Et on ne sait pas combien de beurre ils mettent sur le poisson. Pour ce qui est des laitages, globalement sur la journée, vous voyez que là encore on a un déficit de consommation. Hein. Malheureusement, les messages vont un peu tous dans le même sens. Les féculents, alors là, la question est un peu ambiguë parce qu'on n'avait pas pu distinguer s'ils étaient nature, à la vapeur ou s'ils étaient frits, donc ça biaise un peu la réponse, je passe. Alors les boissons, c'est bien de penser à l'assiette, il faut penser au verre, parce que le poste des boissons sucrées, notamment chez les jeunes, est un énorme apport de calories. Il faut savoir qu'une bouteille de Coca-Cola, c'est une bombe calorique. J'ai rien contre Coca-Cola en soi, mais c'est vraiment une bombe calorique. Et vous voyez que malheureusement, on a presque 60% des jeunes de la région, c'est pas au bout du monde, hein, c'est chez nous ici, qui fonctionnent au quotidien de façon très routinière avec des sodas ou des boissons sucrées. Donc ça, c'est clairement une facture énergétique qui rentre tous les jours dans leur balance énergétique est beaucoup trop importante, et même entre les repas aussi, au repas et en dehors des repas. Alors, le saut de repas, c'est la grande mode, hein, parce qu'il y a toujours une bonne raison pour ne pas aller à la cantine, pour ceci, pour cela. Alors, on saute le repas, vous voyez, 50-60% des jeunes qui sautent un repas dans la journée. Et est-ce qu'ils grignotent? Ben oui, forcément, hein, on voit bien venir la réponse. On est entre assez souvent et très souvent, ça concerne 40% des jeunes de la région. Et où est-ce qu'ils grignotent? Alors là, on n'est pas fiers en tant que parents, parce qu'on pourrait se dire c'est la faute de l'école, ça rendrait service à tout le monde, sauf peut-être au rectorat. Et malheureusement, l'endroit où les jeunes grignotent le plus, c'est à la maison. Et parce qu'il n'y a personne, parce que le repas n'est pas prêt, ou parce qu'ils grignotent avant ou après le repas, ou ils grignotent en jouant sur l'ordinateur. Et donc, on a là le cumul de la sédentarité et du grignotage. Alors, face à ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir des messages restrictifs, de leur dire non, arrête de manger, etc. Il faut faire très attention parce qu'on peut faire plus de mal que de bien si on déclare la guerre à l'alimentation de façon inappropriée. On va induire des rejets, on va induire des comportements restrictifs. Et vous voyez que c'est très préoccupant parce qu'on a quand même donc de 20-25 ici chez les collégiens à presque 40% chez les lycéens qui font des régimes. Alors pourquoi font-ils des régimes? Peut-être que quelques-uns, les 5 à 10% qui sont réellement déjà en surpoids obésité, ont de bonnes raisons de faire attention et de rééquilibrer plutôt que de faire un régime de leur alimentation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de jeunes qui jouent à la roulette russe avec des régimes restrictifs. Et vous allez voir que c'est un vrai souci pour le développement d'un certain nombre de pathologies. Bon, après, il n'y en a pas beaucoup qui vont à pied à l'école maintenant, il y en a de moins en moins sur les déplacements. Il y en a beaucoup qui mangent à l'extérieur du lycée ou du collège. Vous voyez, fast-food, sandwicherie, kebab, c'est du 30 à 40%. Ce n'est pas en général des temples de l'équilibre alimentaire dans ce genre d'établissement. Le repas du soir, on est très surpris de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui mangent devant la télé. Or, on sait très bien que si on regarde la télé, on ne fait pas trop attention à ce qu'on mange, et les mécanismes de la satiété se développent beaucoup moins bien, ce qui fait qu'on a tendance à manger plus. On mange plus vite,
Et donc, au total, on a une consommation excessive. En plus, ce n'est pas très épanouissant pour ce qui est de la dynamique familiale. Si tout le monde se tait, et tais-toi parce que j'entends pas bien ce que dit le journaliste, en termes de tension intrafamiliale, on sait très bien aussi que ça rajoute du stress. Encore notre faute. Enfin, Mais non, mais pas que, pas que. L'activité physique, bon, il y en a un petit peu, il pourrait y en avoir plus. Et puis, alors, quand on commence à gratter un petit peu sur la perception de l'image corporelle, on se rapproche de la pathologie, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de ces jeunes qui sont quand même conscients que ça ne va pas trop bien dans leur alimentation. Vous voyez, les lycéens, il y en a 32% qui se rendent bien compte que ça ne tourne pas rond dans leur assiette. Et par rapport à l'image corporelle, là au niveau du lycée, c'est un vrai problème. Avez-vous déjà subi des réflexions désagréables concernant votre poids? Vous voyez, 40% des lycéens. Ça prouve bien que les jeunes se sentent mal dans leur peau, à tort ou à raison, et qui vont éventuellement prendre des comportements à risque par rapport à leur alimentation. Alors, à partir de là, effectivement, on voit bien qu'on peut glisser d'une attitude, d'un comportement inadapté à un comportement à risque sur le plan de l'obésité, mais aussi à un comportement à risque sur le plan du comportement alimentaire. Parce que beaucoup de jeunes s'embarquent dans une spirale infernale de régime restrictif qui, à court terme, donne l'illusion d'avoir perdu un peu de poids, qui déclenche une faim, une frustration, des conduites de rattrapage, du grignotage, puis des véritables compulsions. Donc reprise de poids, échec, culpabilité, re-régime, etc. Et on voit bien qu'on entre dans la spirale de la restriction et de la compulsion, et on est en train de fabriquer de l'anorexie boulimie chez un certain nombre de ces jeunes, uniquement par déséquilibre alimentaire. Il y a d'autres causes, bien sûr, d'anorexie boulimie, mais c'est clairement des facteurs de risque. Et effectivement, on a en plus un environnement qui commence à être dénoncé maintenant, et c'est très bien avec l'affaire des mannequins espagnols. Là, hein. Ça a quand même fait prendre conscience, je pense, à pas mal de gens qui ont marché un peu sur la tête par rapport au modèle, entre guillemets, qu'on montrait dans les magazines. Et donc, on a actuellement un vrai souci majeur concernant l'anorexie mentale, dont la fréquence augmente dans tous les pays industrialisés. On est plutôt maintenant à 1% de la population générale, 2 ou 3% dans la population adulte jeune adolescent. Compulsion, boulimie, là on est plutôt dans des chiffres de 5 à 10% dans ces tranches d'âge, je dirais entre 15 et 30-35 ans. Et donc ça devient des maladies de plus en plus préoccupantes qui nécessitent des prises en charge assez lourdes, multidisciplinaires, et qui sont en bonne partie liées à un ensemble de facteurs de stress, de dérèglement du comportement, etc. Donc il faut essayer de trouver le bon équilibre dans nos messages entre la raison. Il ne faut pas diaboliser l'alimentation, parce que si on donne trop de messages négatifs, ça c'est mauvais, ça va te faire grossir, on induit des peurs, on induit des régimes restrictifs inappropriés, et en même temps, nous parler de façon plutôt positive sur l'équilibre que sur le régime, et repérer tout ce qui est souffrance psychologique, parce que 3 fois sur 4, pour ne pas dire 9 fois sur 10, quand un jeune prend du poids de façon rapide et bizarre, c'est qu'il ne va pas bien dans sa tête. Donc il faut d'abord s'occuper de lui gentiment plutôt que de lui arracher les paquets de gâteaux. Et donc d'avoir une espèce d'approche globale, de compréhension, de dialogue dans les familles et bien sûr avec les soignants. Un petit mot pour les personnes âgées. Alors si on veut bien vieillir, eh bien, il faut notamment bien sûr construire son squelette dès l'enfance, l'adolescence. On rejoint donc le souci sur les apports de calcium qui sont très inférieurs à ce qu'il faudrait chez les jeunes actuellement, partout en France. Il faudrait pratiquement doubler la consommation, et on ferait coup double, vous voyez, pour le cancer, le cardiovasculaire, etc. Et puis, à côté du calcium, il ne faut pas oublier non plus que quand on a 70-80 ans, on a encore besoin de manger. Il faut lutter contre les vieilles idées disant à mon âge, on n'a plus besoin de viande, tout ça, c'est des mauvaises idées. Parce que le sujet âgé a proportionnellement même encore plus besoin de protéines que le sujet jeune, parce que l'efficacité du métabolisme est moins bonne. Et donc, on est confronté à un paradoxe aussi vous voyez qu'à la maturité, sujet jeune, maturité, on est plus préoccupé par l'obésité actuellement, mais dès qu'on passe le cap des 70-75 ans, le problème majeur, ça devient la dénutrition. Et ce qui est compliqué, c'est quand on peut devenir dénutri alors qu'on est encore un peu obèse autour, parce qu'on se rend beaucoup moins compte qu'on a perdu du muscle et que donc on est très fragilisé à une chute, à des infections, etc. Et on a maintenant de plus en plus de patients qui sont très âgés dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, qui sont dénutris, qui vont faire plus d'infections, plus d'escarres, plus de complications.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez déjà eu pas mal d'éléments de réponse. Donc il y a une mobilisation nationale et c'est une bonne chose sur ces différents enjeux que j'ai rappelés. Il y a toute une série d'objectifs, on ne va pas rentrer dans le détail, je vous invite à aller sur le site du ministère de la Santé si vous voulez, sur www.sante.gouv.fr. Et là, vous aurez tout le premier programme Nutrition Santé, le deuxième programme Nutrition Santé qui vient de sortir, qui grosso modo prolonge le premier sur pas mal d'objectifs. Et on retrouve cette idée, bouger plus, moins de graisses saturées, plus de sucre complexe, plus de fruits et légumes, plus de poissons et d'oméga 3 d'origine végétale ou poisson, plus d'antioxydants, etc. Et donc, je crois que si déjà on cerne mieux le problème, qu'on est tous convaincus que c'est un enjeu, qu'on arrive à convaincre nos décideurs, non seulement politiques, mais aussi industriels, parce qu'il y a tout un enjeu de l'offre, bien sûr, alimentaire là derrière, et qu'on se dote de quelques outils simples de mesure, simplement penser à peser les enfants au moins une fois par an, tenir à jour la courbe de poids, la courbe d'IMC, repérer les virages du 5-6 ans, de la préadolescence, de l'arrêt du lycée où on passe dans les études supérieures, où d'un seul coup on ne fait plus du tout de sport et on se met à manger n'importe quoi à n'importe quelle heure parce qu'on n'a plus le temps. Ça, ce sont des périodes critiques où ça peut déraper du point de vue alimentaire. Donc essayer de gérer le stress, ça c'est un gros problème. Ça nous permettra probablement de développer un peu la prévention, comme le souhaitait très légitimement tout à l'heure Valérie Fournéron, et puis de responsabiliser la population. Je crois qu'on est tous capables de comprendre des messages relativement simples. Il faut les mettre en pratique, en parler autour de soi, et puis devenir acteur de sa propre santé. Et donc, à partir de là, c'est peut-être pas si compliqué que ça, que d'arriver à l'équilibre alimentaire en gardant cette notion de plaisir, de diversité, de convivialité. On n'est pas là pour faire grise mine. On peut manger bien et bon avec plaisir, en variant, en trouvant des idées de recettes, etc. Et puis ne pas oublier donc le corollaire de l'assiette, qui est donc l'activité physique. Et donc c'est un peu ce double motto donc, du programme Nutrition Santé, bien manger, donc la santé en mangeant et en bougeant. Et vous avez là donc également le site de l'INPES, sur lequel vous pouvez trouver beaucoup de documentation dans ce domaine. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, professeur Deschocq. Vous restez bien sûr avec nous pour les questions. Nous allons écouter et échanger assez radicalement finalement d'angle de vue, puisque nous sommes avec Mamaneh Zailani qui représente Nutri7. Nous on vient d'entendre des tas de conseils, tous plus pertinents les uns que les autres pour ne pas grossir. Et il y a sur la planète des tas de gens qui ne savent pas quoi manger. Et c'est précisément ce dont se préoccupe et s'occupe la société Nutri7, qui est très connue. Elle est basée à Ballonnet, elle a déjà fait l'objet de pas mal de médiatisation. Alors je vous posais la question tout à l'heure, vous êtes interface. C'est quoi interface quand on travaille en tant qu'interface Mamaneh Zailani? Alors mon nom c'est Maman Zailani. Ah, pardonnez-moi. Je suis interface nutritionniste donc chez Nutri7. Interface nutritionniste, ça veut dire que mon rôle est de filtrer un petit peu les informations qui arrivent de l'extérieur. Donc, je suis interface avec les ONG, avec les nutritionnistes de pays en développement, avec des chercheurs qui mettent en place des programmes de recherche. Je suis interface avec les technologues alimentaires, donc, quand on a besoin de formuler un aliment thérapeutique, un aliment de prévention. Je suis interface encore avec le département commercial, avec les différents départements de recherche et développement, par exemple. Donc interface nutritionniste, c'est ça. D'accord. Plaque tournante. Oui, en fait c'est un peu le rôle aussi de Nutri7 à l'échelle mondiale. Je parlerai de Nutri7 tout à l'heure. Le sujet, c'est vrai que c'est un peu en contraste avec ce qui a été dit avant. Moi je vais vous parler de maladies nutritionnelles de carence. Donc je ne vais pas beaucoup parler de barres de chocolat, un petit peu moins. Je ne vais pas parler d'excès de l'alimentation, je vais plutôt parler d'un autre type de malnutrition, donc les malnutritions dites de carence. Je vais commencer par quelques définitions. Donc la malnutrition, vous l'aurez compris, est un déséquilibre entre de l'alimentation d'une personne par rapport à ses conditions de vie. Donc ça couvre plusieurs types d'affections, dont les maladies nutritionnelles de carence. Il y en a une infinité en fait de carences dans les pays en développement. Là où il y a deux types principaux que j'aimerais aborder avec vous, la malnutrition protéino-énergétique, la malnutrition par carence spécifique en certains micronutriments, dont les micronutriments étant les vitamines et les minéraux, qui sont indispensables à une bonne santé.
Au niveau malnutrition protéino-énergétique, il y en a une qu'on appelle aiguë, pour laquelle en fait les enfants principalement, qui sont la partie la plus vulnérable de la population, ont des risques de mortalité et de morbidité. Les cas extrêmes, ce sont ces enfants qui parfois sont montrés dans les journaux, à la télé, ce sont des enfants qui sont d'une extrême maigreur. Donc souvent, si on les traite pas tout de suite, il y a un souci. Les marasmes, ce sont les cas de marasme, ce sont des enfants très très émaciés qui ont perdu beaucoup de poids très rapidement. Une autre forme de malnutrition sévère, aiguë, ce sont les cas de kwashiorkor, ce sont des enfants qui ont des œdèmes. Pour eux, en fait, on a du mal on ne mesure pas la perte de poids, mais la présence simple d'œdèmes bilatéraux. Donc cette malnutrition-là, aiguë, est finalement relativement facile à traiter aujourd'hui. Il y a des protocoles, des produits nutritionnels qui nous aident pour rapidement guérir ces enfants-là. Un autre cas de malnutrition donc protéino-énergétique, c'est la malnutrition chronique qui fait que de façon chronique, les enfants n'ont pas en qualité, en quantité, une alimentation qui leur permet de satisfaire leurs besoins nutritionnels. Donc le deuxième type de malnutrition, donc par carence, que je vais juste toucher du doigt aujourd'hui, ce sont les carences en vitamines. Donc ce sont des maladies qui existaient il y a très longtemps dans nos contrées. Aujourd'hui, c'est présent encore dans les pays en développement. Le scorbut, dû aux carences en vitamine C, le beriberi, le pélagre, chez les populations qui mangent beaucoup de maïs, les problèmes de vitamine A qui touchent la vision, les anémies. Il y a 37% de la population qui est anémiée. Donc, pays développés, pays non développés inclus. Les problèmes de déficience en iode, etc. Donc la carte de la faim dans le monde, aujourd'hui, il y a 815 millions de personnes qui ont un accès insuffisant à une bonne alimentation. Ça concerne globalement les pays d'Afrique subsaharienne, donc en dessous du désert, du Sahara, l'Inde, de par leur nombre déjà, et le niveau économique, les pays de l'Asie du Sud, ce que vous voyez ici, c'est la Mongolie. Ici, il y a l'Afghanistan, le Tadjikistan, donc l'Inde. Ici, donc l'Asie du Sud. Donc tout ça, ce sont les pays d'Afrique australe. Qui, en plus, sont frappés par l'épidémie du virus, du sida, qui marche en tandem avec la malnutrition. Donc, l'analyse de la malnutrition est un petit peu différente. Je vous ai dit, ce sont des malnutritions de carence. En pays industrialisés, on parle de malnutrition, de type obésité. Il y a des dénutritions à l'hôpital, chez les personnes âgées, mais aussi chez d'autres patients, je crois. Aujourd'hui, on commence à mettre en place ces systèmes par les comités de liaison alimentation-nutrition pour mieux mesurer. Il y a de la dénutrition, mais la malnutrition en pays en développement, on l'analyse un petit peu de façon différente. Ce modèle que vous voyez, c'est le modèle conceptuel qui a été élaboré par l'UNICEF dans les années 90. Ça permet de mettre en évidence et puis de surtout mieux analyser la situation quand une famine se produit dans un pays, quand il y a une urgence humanitaire, de déterminer les causes réelles de cette malnutrition pour la traiter de façon la plus efficace possible et le plus rapidement possible. Donc, par exemple, vous voyez que généralement, on trouve dans les causes immédiates des déterminants qui sont liés aux apports alimentaires, qui sont souvent inadéquats donc en qualité. Les maladies, dont le sida. Les causes sous-jacentes, donc les deux interagissent, la maladie avec l'apport alimentaire. Les causes sous-jacentes au niveau des ménages, cette fois-ci. Donc l'accès insuffisant donc à l'alimentation, donc en quantité. Les pratiques de soins mère-enfant qui ne sont pas souvent adaptées. Donc, il y a de nombreux pays en développement ont des pourcentages, il y a peu de gens qui ont accès à l'éducation. De ce fait, la mère parfois se trouve dépourvue et n'a pas de très bonnes pratiques quand il s'agit d'alimentation de l'enfant. Il y a des temps qui sont très, très, très importants dans la croissance d'un enfant, le moment du sevrage par exemple. Donc une mère qui ne comprend pas bien que faire à ce moment-là, parfois ça engendre une malnutrition.
L'hygiène du milieu, l'accès aux soins médicaux, pas toujours suffisant, pas assez de structures sanitaires, pas assez de gens qui sont formés pour ça. Et les causes fondamentales au niveau de la société, au niveau de son organisation, de la quantité d'aliments, du système agroalimentaire, du système sanitaire, la pyramide de la santé, comment elle est organisée, le pourcentage de personnes actives, formées, c'est souvent un problème. Et donc au niveau le plus abstrait, les ressources potentielles, nos systèmes politiques, religieux, économiques et sociaux. Donc voilà ce qui sert aux acteurs humanitaires avant d'intervenir, ou ce qui devrait encore plus être utilisé, je crois, c'est vraiment d'avoir une analyse plus globale de la malnutrition dans un pays, un district, une région bien donnée. Donc la malnutrition aiguë en chiffres. Donc cette malnutrition dont j'ai parlé tout à l'heure, à laquelle on associe un risque de morbidité, donc d'attraper des maladies, et de mortalité. C'est un problème de santé majeur, donc un problème de santé publique majeur à travers le monde en développement, qui contribue au décès de plus de 50% des 10-12 millions d'enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque année de causes traitables. Donc, comme je le disais avant, les premiers touchés par la malnutrition, lors d'une famine, d'une crise humanitaire, ce sont les enfants. Donc souvent on dit les enfants de 6 mois à 5 ans, puisque plus jeunes que 6 mois, on préfère les ONG, je dis on, mais les ONG préfèrent aider la mère pour assurer un meilleur statut nutritionnel à l'enfant, jusqu'à 6 mois. La magnitude du problème dans le monde, donc ce sont des données de l'UNICEF. Aujourd'hui, on arrondit un petit peu, on parle de 20 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition aiguë sévère. La malnutrition aiguë modérée, même si le risque de mortalité n'est pas aussi immédiat, touche beaucoup plus d'enfants. Donc ce sont des enfants qui sont toujours un petit peu borderline, comme on dit en anglais. Le risque de mortalité associé, donc ça représente, ça dépend des sources, mais globalement 3,5 millions de décès associés à la malnutrition aiguë modérée, et il y a un peu moins de la moitié pour la malnutrition aiguë sévère, donc par an. Donc vous vous demandez peut-être Nutri7, quel est le rapport entre Nutri7 et l'ONG? En fait, ça fait juste un an que je travaille pour Nutri7. Je crois que c'est une entreprise qui est vraiment particulière, déjà qui est unique en France, qui a été créée en 86 et qui est 100% dédiée à la nutrition humanitaire. Pour beaucoup, je crois, du fait de l'investissement de notre directeur, de fondateur de Nutri7, M. Descartes, qui lui a toujours une sensibilité vers l'humanitaire, qui a travaillé en pays en développement aussi. Cette entreprise est basée à Maloney, elle se compose d'une unité de production. Donc on produit des laits thérapeutiques, des aliments, des suppléments nutritionnels à base de pâtes, des solutions de réhydratation, etc. Un pôle produit, recherche et développement qualité pour sans cesse innover, sans cesse améliorer la qualité de nos produits. Un pôle de compétences, donc je vous expliquerai après notre lien aujourd'hui avec le monde en développement, puisqu'on a en parallèle de notre production en France des projets, des partenaires dans les pays en développement, un département administratif et logistique pour faire fonctionner le tout. Dans les pays en développement, nous avons un réseau de franchisés, et ce pôle de compétences, justement, permet d'actualiser les connaissances de ces franchisés dans les pays du Sud, comme on les appelle. Ce réseau s'appelle le réseau Plum Peanut in the Field. Donc le mandat que Nutri7 s'est donné, c'est de faciliter l'accès et la disponibilité des produits permettant l'amélioration du statut nutritionnel, donc de traiter la malnutrition et de la prévenir, des enfants et populations vulnérables de par le monde. Donc les flèches, en fait, indiquent exactement un petit peu le rôle, mon rôle d'interface serait ici, et ici. C'est-à-dire qu'une problématique mise en évidence par une ONG, un chercheur, nutritionniste dans un pays en développement, nous est adressée. Après, il faut la traduire. Donc, quel est ce besoin? Ça concerne quelle catégorie de personnes? On parle d'enfants, on parle de personnes enceintes et allaitantes dont les besoins nutritionnels sont accrus du fait de l'allaitement déjà. Les enfants de moins de 5 ans ont des besoins nutritionnels accrus. Les enfants de moins de 2 ans encore plus du fait de la croissance. Donc, on traduit leurs besoins en termes de produits pour ensuite discuter avec nos responsables, nos ingénieurs du laboratoire recherche et développement, dont un des membres est dans la salle d'ailleurs, elle se reconnaîtra de dos, pour voir si technologiquement c'est possible de produire cet aliment-là, ce produit,
Ensuite, se produit la phase industrielle et ensuite donc, on produit cet aliment, ce produit est vendu aux ONG pour être utilisé dans les pays en développement. Nutri-7 a associé donc, et symbolisé les évolutions majeures de la nutrition humanitaire depuis les années 93. Donc je ne vais pas remonter aux années 70. Pendant longtemps, en fait, ces enfants qui avaient un risque de mortalité, on leur donnait pas forcément le bon produit. C'est-à-dire qu'un enfant sévèrement malnutri, donc de malnutrition aiguë, qui a souffert d'une famine, ne va pas pouvoir bien digérer. Il est dans ce qu'on appelle une réduction métabolique. Il lui faut des produits spéciaux. C'est vraiment en 93 qu'on a rationalisé le traitement de cette malnutrition aiguë sévère. L'OMS a produit un protocole donc, qui est encore utilisé aujourd'hui pour traiter ces enfants dans des centres. Nutri-7, en réponse, a développé des produits en partenariat. Ce sont des laits thérapeutiques F75, parce qu'ils donnent 75 calories pour 100 millilitres, qu'on utilise en premier pour stabiliser l'état de l'enfant qui est sévèrement malnutri. Le F100, qui donne 100 calories pour 100 millilitres et qui en plus contient du fer, donc pour plein de raisons. On ne peut pas le donner en premier, ce lait contenant du fer, ou d'autres produits contenant du fer, parce qu'on serait en compétition avec l'enfant lui-même, on favoriserait plutôt la croissance des bactéries, puis favoriserait la maladie. Donc jusqu'à 93 était une date butoir, 2000 aussi avec le développement d'un comprimé de zinc, toujours suite à une demande de l'OMS. Ce comprimé, parce que le zinc a des vertus, pas simplement au niveau des crèmes qui permettent d'aider la peau à bien se comporter. On en parle beaucoup du zinc en France, au niveau des régimes, mais c'est très efficace pour traiter la diarrhée aiguë chez l'enfant, qui est une des causes majeures de mortalité. 2003, c'est l'utilisation d'un produit finalement qui a été développé en 98. C'est une alternative au lait thérapeutique. Donc j'en parlerai un petit peu plus après, pour arriver jusqu'à aujourd'hui au développement de produits de prévention. Donc on est parti de 93 du traitement de la malnutrition aiguë sévère avec des protocoles et des produits efficaces, à aujourd'hui où finalement on connaît bien ces traitements-là, on arrive à la prévention. Donc, Maman, je vais encore être extrêmement désagréable en vous demandant de bien vouloir accélérer et compacter parce que j'aimerais qu'on ait des questions de la part du public. Je sais, c'est odieux, mais je suis là pour ça. D'accord. Donc, j'en ai parlé du protocole de l'OMS, les limites. Une révolution dans la nutrition humanitaire, ça a été le fait de passer du traitement en centre au traitement en communauté de la malnutrition sévère, grâce au produit Plum Peanut. C'est un produit qui remplace le lait thérapeutique. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dedans. Les bactéries peuvent faiblement croître sur ce produit. C'est une opportunité pour les mères. Ça leur permet de rester à la maison, de s'occuper d'autres enfants. L'enfant est traité beaucoup plus rapidement donc en centre. Il passe 3 jours en centre jusqu'à ce qu'il retrouve de l'appétit. Ensuite, il peut ingérer ce produit. C'est une révolution parce qu'aujourd'hui, tous les ONG l'utilisent. On traite 4 à 5 fois plus d'enfants. C'est un produit vraiment efficace. En termes de coût, en termes de traitement, en termes d'appréciation par les enfants aussi. Donc le traitement en ambulatoire, c'est ce produit-là. Grâce à ce produit-là, en fait, on augmente le gain de poids de l'enfant. Ça nous permet aussi de comprendre mieux les problématiques, comme on a un œil plus dans les maisons, chez les gens qui souffrent de cette malnutrition. Toujours dans le traitement, donc je vous ai parlé du comprimé de zinc. Donc je vais aller très rapidement, juste pour dire que c'est toujours pareil, c'est en partenariat avec des organisations comme l'OMS. Donc on a développé ce comprimé qui est aujourd'hui très efficace pour lutter contre la diarrhée aiguë de l'enfant. Du traitement à la prévention, aujourd'hui nous sommes, du fait de pouvoir utiliser ces produits nutritionnels jusqu'à la communauté, non pas simplement dans les centres. On traite beaucoup plus d'enfants, mais aussi les ONG ont une meilleure compréhension de la malnutrition. Donc cette partie-là était consacrée sur les produits. Hier, je suis passé à la radio, on me demandait mais est-ce que c'est pas mieux de produire les aliments en Afrique? Ça permet de créer beaucoup plus de ressources. En fait, c'est ce que Nutri-7 fait aussi, et parmi d'autres organisations.
d'autres entreprises, nous le faisons via un réseau de producteurs indépendants au Niger, en République dominicaine, bientôt au Mozambique, au Malawi, au Congo. C'est un réseau de producteurs locaux du produit Plum Peanut. Donc c'est un système de franchise qui est basé sur le transfert d'un savoir-faire, d'un circuit de commercialisation, d'une marque. L'idée en fait c'est simplement de faire en sorte de respecter notre mandat, faciliter l'accès et la disponibilité d'un aliment qui a prouvé une efficacité nutritionnelle, donc au plus près des gens qui en ont le plus besoin. C'est basé sur la qualité, nous avons des ingénieurs qui aident la mise en place de ces productions, sur l'éthique et la bonne utilisation du produit. Et on scanne en fait de la production industrielle, donc jusqu'à 1000 tonnes par an d'un produit nutritionnel en Afrique, dans un pays africain. Notre département, donc responsable du réseau, va aussi aider des petites productions de groupes de femmes qui vont produire ces aliments thérapeutiques. Donc, je suis parti d'un constat qui est finalement très très alarmant. On parle de 815 millions de personnes qui se nourrissent pas bien finalement. 60 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition aiguë sévère avec des risques de mortalité qui sont très très importants. Il y a des pistes très concrètes, il y a des solutions en termes de produits nutritionnels qui sont de plus en plus abordables en termes de prix. Et cette base de produits, donc cette base de produits à base d'arachide, c'est de l'arachide, du lait, du sucre, des vitamines, nous permet d'imaginer d'autres produits pour d'autres types de malnutrition. L'incidence du sida sur la malnutrition, l'interaction entre les deux, nous fait nous pencher aussi sur la problématique du est-ce qu'on peut utiliser ce produit-là et y mettre ce qu'il faut comme vitamines et minéraux, comme le cas des cancers tout à l'heure. La maladie du sida, ce que certains chercheurs pensent aujourd'hui, c'est que si on met en trop forte quantité des micronutriments, des minéraux ou des vitamines antioxydants, leur effet peut être contre-productif, c'est-à-dire favoriser la réplication du virus. Donc aujourd'hui, on est en train en association avec certains chercheurs chez Nutriset, on est en train de voir si sur la même base de produits, on peut développer des produits qui vont servir de soutien nutritionnel aux gens qui sont positifs, HIV positifs, ou pour accompagner les traitements antirétroviraux pour les gens qui vivent avec le sida. Je vous remercie de votre attention. Merci. À vous. Forum, j'ai dit, des questions dans la salle, bien sûr, je les entends toutes seules. Voilà, alors n'ayez pas peur. Qui a des questions à poser? Bon, il doit bien y avoir des questions, c'est évident. Allez-y. Alors, le bouton rouge, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je travaille en milieu scolaire et j'aimerais poser une question au professeur de Schlott. J'ai suivi le questionnaire que vous avez fait passer aux collégiens et aux lycéens et je le trouve très intéressant. Mais j'ai envie de vous poser maintenant, que fait-on? Parce que le législateur nous a imposé une loi sur le tabac, c'est vrai. Mais nous sommes confrontés, comment fait-on respecter la loi dans nos établissements scolaires? En ce qui concerne la nutrition, c'est pareil. On nous a supprimé les distributeurs de boissons. Il n'empêche que dans nos établissements scolaires, nous avons des selfs et que les élèves choisissent leurs aliments et nous n'avons que peu de moyens pour éduquer les élèves. J'avais proposé à la société de restauration qui travaille avec nous d'étiqueter les aliments et d'avoir un code de couleur pour faire que les jeunes, et notamment les plus jeunes, puissent se repérer par rapport à la notion d'énergie contenue dans les aliments. Ceci semble très difficile. Donc nous, chefs d'établissement, nous sommes un peu démunis, si j'ose dire, en matière de prévention. Comment pouvez-vous nous aider? Comme réponse du professeur Duchamp. Alors, on va essayer de donner quelques pistes. Il est clair que le constat étant fait, on ne change pas les comportements en 2 ans. Donc, premier élément de réponse, d'abord, il faut bien savoir que l'essentiel de l'éducation alimentaire, c'est pour déculpabiliser les chefs d'établissement, l'essentiel de l'éducation alimentaire se fait quand même à la maison. Et que donc là, il y a les premières cibles d'action, c'est quand même les parents. Un collégien lycéen va prendre au maximum 5 repas sur son lieu de cours contre, si je ne me trompe pas, au moins 14 repas principaux en laissant tomber les petits déjeuners au total de la semaine. Donc 5 sur 14, c'est minoritaire. Au-delà de ça, il est clair que déjà le fait de diminuer
l'offre immédiate, c'est pas magique, mais de supprimer les distributeurs de boissons sucrées et de barres chocolatées diverses dans les établissements scolaires, bon, ça freine un peu. C'est pas magique, mais c'est déjà ça. Troisième élément, il y a quand même un certain nombre de sociétés de restauration qui commencent à appliquer ce que devraient faire toutes les sociétés de restauration collective, la circulaire ministérielle de 2000, si mes souvenirs sont bons, sur la restauration scolaire, qui leur impose de faire une offre alimentaire équilibrée et de favoriser, c'est précisé dans la circulaire, de favoriser, d'encourager des comportements favorables à la santé. Ça peut passer par l'étiquetage de groupes d'aliments, ça peut passer peut-être dans quelque chose de plus directif pour les enfants. Autrefois, il y a 20 ou 30 ans, quand on était petit, il n'y avait pas le choix à la cantine, il y avait le plat du jour, puis voilà. Donc il est plus facile de faire un équilibre alimentaire à la semaine avec un menu fixe. Après, il faut convaincre les parents de soutenir les établissements dans les comités de classe sur des choix un peu directifs là-dessus, parce qu'il y a des parents qui disent « Ouais, mais si mon gamin n'a pas le choix, ça ne va pas, puisque c'est comme ça, il ira au kebab ». Donc il y a quand même un vrai travail de pédagogie au niveau des parents à nouveau. Et enfin, je crois qu'il y a des outils nationaux qui se développent. Il y a eu des guides, alors ça vaut ce que ça vaut, mais ça existe quand même, qui ont commencé à être diffusés pour l'adolescent, pour le jeune enfant, et qui assortissent des conseils un peu ludiques, je dirais, sur l'alimentation, avec des conseils sur l'activité physique. Et puis, après, il y a les initiatives des uns et des autres. Il y a un certain nombre d'établissements scolaires dans la région, que ce soit dans l'agglomération du Havre, que ce soit sur Saint-Étienne-du-Rouvray, que ce soit sur Évreux. Il y a un certain nombre de communes qui ont mis en place des études pilotes, avec des moyens certes trop limités, mais qui ont permis déjà d'influencer, notamment sur les plus jeunes enfants, en tout cas, à la catégorie 5-10 ans, les comportements alimentaires de façon déjà mesurable. Donc, les plans de nutrition qui ont été mis en place, par exemple en Finlande, il y a 10 ou 20 ans, ont maintenant porté leurs fruits en termes de réduction du risque cardiovasculaire, par exemple. Mais il faut très très longtemps. Donc il ne faut pas se décourager, il faut tenir bon, on vous soutient. La réponse vous convient, monsieur? Tout à fait. Alors sur le tabac, j'ai pas de réponse, mais ça se voit. Il faut appliquer la loi et sanctionner les professeurs qui fument dans les établissements. C'est-à-dire que nous n'avons pas de possibilité de sanctionner les jeunes. Bon, je crois qu'il y a une question, monsieur, oui. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis belge, je viens de Bruxelles. Nul Tout n'est ce que parfait. vous avez entendu, ce que j'ai entendu là, c'était fort intéressant. Je me situe dans la mauvaise catégorie. Je devrais être super énorme. Oui. Bon, mais pour reprendre monsieur, en Belgique, ce qu'il y a, beaucoup d'écoles mettent à disposition des élèves des machines, des robots là, et on met des fruits. Du lait, enfin, on fait quelque chose. Les chips, les barres chocolatées, tout ça, c'est fini. Hein. Et alors, on a une solution, une association de parents et des autres associations qui obligent les écoles à faire ce genre de choses et les restaurateurs aussi. Enfin, c'est une petite piste. Hein. Alors, le goûter, nous avons commencé à distribuer des pains au lait, donc au goûter, mais non sucrés. Non sucrés, donc des pains qui sont relativement naturels, mais qui, ça marche bien avec les jeunes, et des fruits. Oui, une question à monsieur Giraud. Oui, par rapport à ce qu'on évoque, on évoque effectivement qu'il y a la diversité de l'alimentation, il y a la notion de plaisir, mais on n'a pas évoqué aussi, c'est le contenu même des produits. Par exemple, dans les fruits et légumes, entre les différents types de fruits et légumes qu'on peut acheter, ils n'ont pas tous les mêmes contenus, notamment en termes de résidus de pesticides, en termes de nitrates, et que là aussi, il y a peut-être des causes aussi qui peuvent être favorisantes sur d'autres problématiques de santé. Non, tout à fait. Alors, c'est un débat qui revient assez régulièrement quand on évoque sur ce sujet. Il est probable, ça a été montré, que les niveaux effectivement de résidus, d'engrais, de pesticides, etc., sont extrêmement variables selon la provenance des vergers ou des potagers, selon les régions, etc., selon les lots et même pour la même région, selon les périodes de l'année. Donc, ça, c'est une donnée de variabilité qu'on ne maîtrise pas bien actuellement à l'échelon individuel. On peut discuter sur l'échelon collectif, national, voire international. Bon, je crois que ça nous dépasse un peu aujourd'hui, mais certainement on a intérêt à le diminuer. Bon.
Parce qu'on pense qu'un certain nombre de ces pesticides peuvent s'accumuler dans le système nerveux central, jouer des rôles perturbateurs endocriniens, jouer des rôles également sur les troubles de l'humeur peut-être. Bon, il y a tout un champ là qu'on commence seulement à découvrir. Néanmoins, même si on a quelques inquiétudes sur les résidus de pesticides, il semble bien que le bénéfice soit atteint quand on augmente sensiblement la consommation de fruits et légumes, même avec des fruits et légumes imparfaits, plutôt que par rapport à une consommation de matières grasses animales, dont on sait qu'en plus, ce sont les lipides, les matières grasses, qui concentrent le mieux la dioxine résiduelle de l'environnement pollué éventuel. Donc, entre deux mots, il vaut quand même mieux choisir le moindre. Mais vous avez raison de soulever le point. Et la deuxième chose que je voulais simplement soulever, c'est qu'on a aussi un gros problème en France, c'est qu'on a trop de légumes et de fruits qui sont sans saveur. Et effectivement, ça pose un problème de gustatif et de goût pour habituer les jeunes à manger. Vous avez des pommes, vous m'excuserez, quand on les mange, puisque je mange à la cantine comme tout le monde, je mange chez moi, mais là je choisis les aliments que je mange. Eh bien, je peux vous dire qu'entre deux pommes, il n'y a pas du tout, on n'a pas du tout le même plaisir. Mais ça, c'est peut-être aussi un frein, j'allais dire, en termes de saveur. Oui, et puis il y a d'autres freins. C'est vrai que les fruits, ça s'épluche. Et on sait bien que bêtement, à l'école, en cantine, éplucher une orange, c'est toute une aventure. On ne peut pas se laver les mains derrière facilement, etc. Enfin, il y a des petits obstacles qu'il ne faut pas négliger. Hein. C'est pas yaka, quoi. Il y a une question que j'aimerais pouvoir... Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, Jean Lander. Oui, il y a également un coût des fruits et légumes qui est loin d'être négligeable, qui a été mis en évidence dans le programme national Santé et Nutrition. Il y avait une des recommandations du programme nutrition, c'est de baisser la TVA sur les fruits et légumes pour augmenter et élargir l'accès. Il y a une concertation nationale actuellement avec les différents responsables de la filière justement fruits et légumes pour trouver des solutions économiques entre guillemets pour favoriser l'accès. Bon. Ceci étant, je crois qu'il faut aussi dédramatiser un peu ce point-là. Quand on va dans les grandes surfaces et qu'on regarde, on peut trouver des mélanges de légumes nature prêts à cuire, complètement nature, qui sont extrêmement compétitifs par rapport à un plat cuisiné hyper riche en graisse, également prêt à l'emploi, mais qui souvent coûte plus cher. D'autres questions? Oui, monsieur? Oui, je pense qu'il y a aussi le problème de vouloir absolument manger des fruits et légumes dans pour en venir au goût gustatif, enfin, à l'aspect gustatif de la pomme, le désir de vouloir manger des fruits et des légumes à des périodes qui ne correspondent plus du tout à la période où ils poussent en temps ordinaire. Hors saison. Hors saison, donc on en vient effectivement à manger des fruits qui sont un petit peu forcés, etc., et qui n'ont plus du tout le goût qu'on a connu il y a quelques années. De ce point de vue-là, le fait de retourner aux traditions calendaires de production de saison est quelque chose de très intéressant parce qu'on est évidemment dans le meilleur rapport au niveau financier. C'est vrai que l'hiver, il faut manger du chou et du poireau, enfin, c'est logique. Et c'est excellent sur le plan nutritionnel, le chou. Simplement, peut-être qu'on a un peu perdu l'habitude de manger du chou. Bonsoir, Éric Tourrechaud, je suis diététicien au CHU de Rouen en pédiatrie. Et je voulais simplement dire qu'on est arrivé, du fait de la pratique professionnelle, j'ai pu constater qu'on est arrivé, lors des enquêtes que l'on peut faire au niveau des consommations, on est arrivé à un niveau actuellement où les enfants, disons qu'on a une population qui sont les enfants de parents qui n'ont plus les habitudes qu'avaient nos parents. Et donc on n'a plus la transmission du savoir manger, entre guillemets, qu'on pouvait avoir. On est maintenant à un niveau de génération qui va transmettre les mauvaises habitudes, entre guillemets. Voilà. Vous le constatez dans le cadre de votre pratique. On le constate tous les jours. Mais j'aimerais savoir votre avis, mais est-il vrai que l'argument qui personnellement me semble un peu passéiste, avant, qu'est-ce qu'on mangeait mieux, qu'est-ce que c'était bien, bon, évidemment, il faut savoir ce que veut dire mieux, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que d'après vous? Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne sait plus ce que l'on mange. C'est-à-dire que les gens ne savent plus ce qu'il y a dans leur assiette. On sait ce qu'il faut faire, on ne sait plus très bien comment il faut le faire. C'est-à-dire qu'on ne sait plus préparer des plats simples. On sait utiliser des plats dont on ne sait pas la composition.
dont on ne sait pas déchiffrer la composition. Mais vous pensez qu'avant, nos grands-parents savaient déchiffrer la composition de ce qu'ils faisaient cuisiner? Ils faisaient plus d'associations de choses simples. D'accord. Et de saison en plus. Et certainement de saison, avec un goût peut-être meilleur. D'accord. Oui, monsieur. Ouais, j'avais une question à poser sur les produits sucrés. Parce que bon, il y a des gens qui aiment bien les petites sucreries comme moi. Et maintenant, je dirais, dans les produits préfabriqués, il y a un petit peu de tout et pas forcément du sucre. Et des produits de substitution. Et maintenant, on s'aperçoit qu'il y a certains de ces produits qui sont même identifiés sur Internet pour être très toxiques. Alors, est-ce que vous pouvez me répondre à cette question-là, notamment par un produit qui s'appelle l'aspartame? Oui, alors l'aspartame, le fameux aspartame. Peut-être avant de se focaliser sur l'aspartame, la problématique générale des sucres simples. Bon, il est quand même évident que sur les 20 dernières années, il y a eu une explosion de l'addition de sucre raffiné dans plein de préparations industrielles, que ce soit évidemment les confiseries, les biscuiteries, mais aussi plein d'autres préparations, des plats cuisinés, etc. Donc, il est bien démontré que l'excès de proportion de sucre sain dans l'alimentation fragilise l'organisme sur le plan du risque de développer un diabète. Ça, c'est parfaitement clair. Donc, il est logique qu'on fasse des efforts pour diminuer l'apport de ces sucres simples de façon trop importante dans l'alimentation. À tous les âges, professeur? Oui, à tous les âges. À tous les âges, et en particulier chez l'enfant, parce qu'on sait que de donner des shoots, il n'y a pas d'autre mot, des shoots très sucrés chez le jeune enfant conditionne au goût sucré, ça crée une dépendance au goût sucré, et donc après, c'est comme dans toutes les dépendances, on va aller chercher toujours plus fort dans le shoot, et donc on va consommer plus fort et plus souvent. Donc il est pertinent de diminuer ces sucres simples. Alors, ça n'empêche pas de manger de temps en temps une dragée ou je ne sais quoi, enfin bon, on est tous d'accord, mais c'est une question de fréquence. Alors, il y a deux alternatives, soit on supprime, on réduit beaucoup la consommation, la fréquence de consommation de produits à saveur sucrée, probablement c'est une piste qu'il ne faut pas négliger, soit on laisse des produits à saveur sucrée et on remplace le sucre par des édulcorants, parmi lesquels l'aspartame est le leader historique. Et maintenant, il y a beaucoup d'autres édulcorants qui sont utilisés. Bon, je crois qu'on a beaucoup dramatisé le rôle cancérigène de l'aspartame. Il y a eu des études très sérieuses de fait là-dessus. Il y a eu des avis de l'AFSA. Je crois que maintenant l'affaire est claire. À des quantités raisonnables, usuelles, l'aspartame n'a pas de risque cancérigène. Je crois qu'il faut arrêter de colporter cette idée-là. Il est clair que chez quelqu'un qui est toxicomane de l'aspartame, parce que ça existe, on voit des gens qui mangent 250-300 sucrètes de candérel par jour, parce qu'ils sont devenus complètement addictifs, dépendants, toxicomanes des édulcorants, ça existe. Là, on ne sait pas trop ce que ça peut donner dans le long terme, si vous voulez, mais c'est heureusement des cas assez exceptionnels. Comme vous dites combien? 300 sucrètes? Je dis bien 300 sucrètes par jour, et j'ai même déjà vu plus. Il y a une question que je voudrais poser aussi, puisque il n'y en a pas. Beaucoup d'actes, entre guillemets, je mets bien des guillemets, beaucoup d'actes naturels se sont médicalisés au cours des temps. La naissance, par exemple, on ne naît plus chez soi, on est à l'hôpital ou en clinique, quasiment toujours, en tout cas dans les pays occidentaux. Beaucoup de choses comme ça deviennent. Est-ce que la nutrition ne risque pas un jour de devenir une sorte de branche particulière de la médecine au quotidien? Je ne sais pas si c'est un risque, je pense que c'est plutôt une chance qu'il y ait une discipline médicale. On va pas aller manger dans une clinique. Depuis 20 ans qui existe et qui est permis peut-être de prendre conscience d'un certain nombre de problèmes. Alors au-delà de la boutade, je pense que on peut voir les choses de deux façons. Soit on dit effectivement on scientise trop la nutrition, on veut enrichir tout en ceci, en cela, et on risque peut-être de faire un peu n'importe quoi et d'aboutir à des situations complètement délirantes d'excès de certains antioxydants, pour reprendre cet exemple-là, etc. Et c'est un risque qui est réel. D'ailleurs, le législateur actuellement se soucie de ça en essayant de mettre un peu des bornes à des limites de consommation raisonnables, etc. Inversement, l'autre versant de la chose, je crois qu'elle est très bien illustré par la démarche de Nutri7, c'est que de développer des nouveaux produits nutritionnels, je dirais à valeur enrichie
non seulement caloriques, protéiques, mais aussi scientifiques, parce que c'est des produits qui ont été pensés pour répondre à des besoins particuliers de populations particulières. C'est quand même un progrès très important dans le domaine, je dirais, de la santé humaine. Nous, on le fait également dans le domaine plus clinique du patient dénutri pour une cause XY ou pour d'autres types de pathologies. Bon. Et de savoir bien manier des ingrédients spécifiques dont on sait, preuve scientifique à l'appui, qu'ils améliorent certaines fonctions, qu'ils rajouter du fer, et quand on a 35% de la population mondiale qui en manque, ça paraît quand même logique. Et on ne va pas leur dire vous n'avez qu'à manger des épinards, parce que ces gens-là, ils ne vont pas manger des épinards, qui est d'ailleurs une source assez médiocre de fer. Donc, heureusement qu'on peut développer des produits enrichis, des nouveaux aliments qui vont répondre à des besoins particuliers. Maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi, il y a des règles, c'est très encadré, il faut savoir que c'est très très encadré. C'est parfois même un casse-tête pour les chercheurs tellement c'est encadré. Mais heureusement quelque part, parce qu'on a actuellement en Europe, en France en particulier, un système de surveillance concernant la commercialisation de nouveaux produits et leur évaluation scientifique qui est de plus en plus rigoureux et qui, je pense, permettent de valider un certain nombre de concepts innovants et qui sont vraiment utiles à la santé. Encore une question, monsieur? Oui, j'ai trouvé assez intéressant le parallèle que vous faisiez systématiquement pendant votre exposé, monsieur Deschlock. Quand vous parliez des collégiens et des lycéens, j'ai trouvé que les lycéens faisaient plutôt des efforts, même si effectivement il y a des dérapages qui sont plutôt graves du type anorexie, comme vous nous l'avez évoqué. J'ai l'impression qu'en plus on se rapproche vers la jeunesse, la prise en charge encore parentale, etc., où en fait il y a quand même encore là de gros dérapages qui sont sûrement dus à mon avis, à laisser aller des parents. Et puis j'ai du mal à me tirer de l'esprit qu'effectivement, dans la tête de jeunes parents, un bébé un petit peu potelé, voire un peu rondouillard, voire trop rondouillard, est un bébé en bonne santé. Oui, c'était la mode du bébé cadom il y a 30 ou 40 ans. Bon, je crois qu'effectivement, ça fait partie des clichés qu'il faut changer dans les esprits. Maintenant, je suis peut-être passé un peu vite tout à l'heure, mais le profil de consommation alimentaire en général des lycéens est plutôt plus mauvais que celui des collégiens. Contrairement à ce que je crois vous citiez, ils sautent plus de repas, ils font plus de régime, ils mangent encore moins, etc. Oui, alors très vite maintenant, il y a plein de... Oui, rapidement, effectivement. Et pour compléter, on commence à connaître un petit peu les profils alimentaires des étudiants dans les universités ou dans les écoles. Et on a longtemps cru que c'était des populations qui étaient protégées. Et on s'est très peu occupé de la santé de ces étudiants en France. Et on s'aperçoit qu'on y trouve des troubles du comportement alimentaire qui sont loin d'être négligeables, plus importants que dans la population générale. Et on a des comportements alimentaires qui laissent vraiment à désirer, où il y a des actions de prévention, d'éducation à mener. Donc on a des choses qui commencent en train d'apparaître sur des populations qu'on présumait un peu protégées, et qui ne sont plus aujourd'hui protégées, qui étaient peut-être protégées il y a 10 ans, 20 ans, mais ce n'est plus le cas. Madame, mademoiselle, madame. Oui, bonsoir. J'aurais une question qui pour moi est très importante puisque ça m'a touchée. J'ai perdu ma sœur d'un cancer de l'estomac, une jeune sœur. Et dans le service où elle était hospitalisée à Montpellier, j'ai vu qu'il y avait énormément de jeunes femmes et de jeunes hommes, alors que moi j'ai toujours entendu dire que c'était une maladie de personnes âgées. Donc j'aurais voulu savoir quel était le rôle de l'alimentation dans cette maladie éventuellement. Et on nous avait parlé de la bactérie Helicobacter pylori. Et apparemment, il y a quand même une multiplication quand même de ces cancers. Je me suis renseignée depuis, ça fait 3 à 4 ans. Rapidement sur le plan épidémiologique, et le cancer de l'estomac, spécifiquement l'estomac, est un cancer extrêmement fréquent en France, et notamment ici en Normandie, dans la région du Pays de Caux. Mais c'est un cancer dont la fréquence a fortement diminué, et c'est un cancer aujourd'hui qui est beaucoup moins fréquent qu'il y a 20 ou 30 ans, même si dans certaines parties du monde, notamment le nord de l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, le Japon, sa fréquence reste extrêmement élevée. Mais en France, on a eu une très forte diminution de la fréquence de ce cancer.
Sur la bactérie, professeur? Sur Helicobacter pylori, il est clair que ça a été bien identifié. C'est une petite bactérie en forme d'hélice, d'où son nom, qui est responsable de l'ulcère, de la gastrite et in fine donc du cancer. Il a été bien montré donc que ça expliquait assez bien la fréquence du cancer de l'estomac il y a encore 10-20 ans, et comme vient de le dire Joël Lamennais, la fréquence a énormément diminué, probablement parce que depuis maintenant 10-15 ans où on connaît cette bactérie, on l'éradique, on traite les ulcères par des antibiotiques, ce qui est une révolution par rapport à il y a 20 ans, et du coup, probablement, ça explique en bonne partie la diminution de la fréquence de cancer gastrique en France. Alors peut-être que c'était l'exemple malheureux de votre sœur était, je dirais, lié peut-être à une prédisposition d'environnement ou génétique ou je ne sais pas, d'origine un petit peu différente. Mais le constat global est plutôt la baisse sur l'estomac, en tout cas. Par contre, vous avez parfaitement raison de souligner que sur d'autres types de cancers, notamment les cancers du côlon, on voit apparaître de plus en plus de cas chez des sujets de plus en plus jeunes. De même que le cancer du sein, d'ailleurs. Et là, pour le coup, on retrouve certainement le même déterminisme, parce que les cancers glandulaires, c'est des mêmes types de cellules un peu glandulaires, paradoxalement le côlon et la glande mammaire, ces cancers-là sont très sensibles aux facteurs nutritionnels, notamment donc à l'excès de graisse saturée, au déficit de facteurs protecteurs et peut-être à certains facteurs d'environnement chimique qu'on ne détermine pas encore très bien. La réponse vous convient? C'est-à-dire que j'avais rencontré le professeur Joyeux donc à Montpellier qui nous avait parlé d'un problème. Enfin, il y avait aussi un problème. Il y avait l'hélicobactère. Parallèlement, on peut aussi avoir ce cancer par la conséquence. D'autres facteurs que la notamment présence de la bactérie. Oui. D'accord. Et Henri Joyeux était un grand défenseur de l'hypothèse des résidus de carbonisation de la viande sur les barbecues, etc. Mais je pense que c'était il y a une vingtaine d'années, donc, puisque c'était du temps de M. Joyeux. Il y a 4 ans. Ah oui, je pense qu'il était. Oui, madame. Bonsoir. Oui, je trouve qu'un des acteurs importants, c'est l'industrie agroalimentaire et son offre de produits qui ne sont pas toujours de bonne qualité nutritionnelle. Alors je me dis, quel rôle on peut lui demander de jouer à cette industrie agroalimentaire? Alors bon, vous soulevez un point très, très intéressant. Ce point a été très clairement abordé dans les plans nationaux. Le ministère de la Santé a demandé au syndicat de l'agroalimentaire de s'investir dans la problématique. Alors, il y en a qui le font un peu plus que d'autres, on va dire. Il y en a qui le font du bout des lèvres et puis qui continuent à vendre, je dirais, du gras double, on va dire, pour simplifier, ou du sucre double. Et puis, bon, je crois qu'il faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits. Il y a pas mal de gammes, soit de marques de consommateurs grande surface, soit même de grandes marques, qui ont commencé à réviser assez singulièrement la composition d'un certain nombre de leurs produits prêts à l'emploi, de plats cuisinés, de choses comme ça. Il y a par ailleurs, par exemple, les boulangers qui réduisent la teneur en sel, l'enrichissement en fibres de pas mal de choses. Donc, il y a un mouvement qui est lancé. Alors, je suis d'accord avec vous qu'il y a une certaine hypocrisie peut-être de certains, on va dire, qui continuent à vendre des barres Mars, pour simplifier. Je ne veux pas attaquer Kraft, mais enfin, c'est un petit peu la caricature, en mettant en dessous maintenant le bandeau qui leur est imposé par la réglementation qu'il faut éviter la consommation excessive de produits sucrés, mais ils font quand même encore la pub. Donc ils préfèrent faire ça plutôt que de ne plus faire la pub, parce qu'ils cherchent quand même à vendre. Bon. Donc on ne peut pas en même temps leur demander d'arrêter du jour au lendemain une activité qui, si elle est prise modérément, n'est pas forcément dangereuse pour tout le monde. Fumer-tu et surtout les paquets de tabac. Voilà. Mademoiselle ou madame, la dernière question, parce que... Mademoiselle. Donc, sur cette problématique des industries agroalimentaires, il faut savoir qu'il y a une nouvelle réglementation qui vient de sortir au niveau européen sur les allégations qui sont portées sur les produits de consommation qu'on trouve dans les grandes surfaces. Alors, riches en calcium, bon pour la santé, machin. Et donc maintenant, les produits qui vont être trop riches en sucre, trop riches en gras, trop riches en sel, vont plus avoir le droit de porter des allégations. Donc pour que les industries, elles, de l'agroalimentaire, continuent à accrocher les consommateurs avec leurs allégations diverses sur les produits, ils vont devoir réviser la qualité, la proportion de sucre, de sel et de graisse saturée de leurs produits. Donc je
pense qu'il va y avoir une mobilisation des industriels de l'agroalimentaire face à cette nouvelle réglementation qui va leur interdire beaucoup d'allégations. Vous êtes nutritionniste? Non, je suis élève ingénieur au CHU, donc à l'unité nutrition du professeur. D'accord. J'avais dit la dernière, alors allez, allez-y. Oui, je me posais juste la question, donc on avait parlé surtout de l'obésité dans les pays qu'on dit développés. Je me posais la question, la dénutrition, en fait, au contraire, on connaît, pour les personnes âgées à l'hôpital, il y a des compléments alimentaires, mais je me posais la question, en fait, des personnes en situation de précarité, quand on distribue, par exemple, des repas, tout ça, pourquoi, il me semble que Nutri7 a évoqué il y a plusieurs années un complément ciblé, en fait, pour les gens qu'on appelle un peu le quart-monde, et je ne sais pas trop... Alors, ce produit existe, c'est un produit qui est sous forme à base de pâte, qui a été à la base développé pour aider les sans domicile fixe, les personnes qui souffraient de problèmes parfois d'alcoolisme, donc certaines déficiences. Ce produit-là, on a la formule. Le seul souci, je n'étais pas chez Nutri7 à l'époque, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il manquait le canal de distribution de cet aliment-là. C'est-à-dire qu'il est, je crois, cité dans le programme national nutrition santé. Maintenant, il y a des associations qui sont intéressées, mais qui manquent de moyens pour le distribuer. En tout cas, les demandes aujourd'hui, c'est pas suffisant pour avoir une production industrielle, en tout cas. Les besoins sont, je crois, importants, mais les clients ne se manifestent pas, on va dire. Pour information, il existe dans ce domaine, pour ces populations précarisées, un petit guide simple et très bien fait du Serin, du Centre d'information nutritionnelle, sur l'équilibre alimentaire pour petit budget ou quelque chose comme ça. Donc, il y a moyen quand même, avec des petits budgets, d'essayer d'améliorer l'équilibre alimentaire plutôt qu'effectivement de donner une boîte de pâté tous les jours de la banque alimentaire à ces personnes-là. C'est pas parce qu'on est précarisé qu'on doit manger, idéalement, on ne devrait pas manger pour autant n'importe quoi et avoir l'accès, en tout cas, à une nourriture saine. Merci, professeur Deschlot. J'aimerais passer la parole à Jean-Pierre Giraud, vice-président de la région, pour les derniers mots de ce forum. Le premier mot, ça sera de remercier toutes les personnes qui se sont déplacées, qui ont écouté, posé des questions et puis se sont intéressées à cette thématique-là. D'autre part, remercier aussi Catherine Picard, puisque elle est conseillère régionale et qu'au titre de sa présidence de Sciences et Action, elle a fait le plaisir d'être là. Et puis dire quelques mots. Par rapport à ce qu'on a évoqué, je crois que finalement, c'est un autre développement qu'il faut qu'on arrive à mettre en place, puisque la santé coûte cher, mais on voit qu'il y a des milliards qu'on peut économiser si les gens se nourrissent déjà mieux. Donc on s'aperçoit que c'est par là qu'il faut commencer, c'est-à-dire que la nourriture doit permettre effectivement de vivre et de ne pas être malade. Donc ça demande effectivement qu'on prenne en compte dans nos comportements, dans les choix, j'allais dire, de développement économique, puisqu'on voit par exemple que dans l'agroalimentaire, il faut essayer d'arrêter qu'on nous bourre, j'allais dire, un peu le mou, dans le sens où on nous met de plus en plus de sucre, de gras, etc. Moi personnellement qui suis végétarien, c'est pas facile des fois de se nourrir avec les produits agroalimentaires, parce que généralement il y a beaucoup de graisse animale, systématiquement, alors qu'on n'en a pas besoin dans beaucoup de plats. D'autre part, autre difficulté, c'est que manifestement, c'est qu'il faut qu'on arrive à mettre en place aussi une diversité de la production agricole. Parce que vous avez souligné qu'il fallait apporter un certain nombre de fibres et qu'il fallait apporter une nourriture très variée. Et ça demande qu'y compris en termes de production, on puisse le produire et les valoriser pour que les gens les mangent. Que ce soit par exemple des lentilles, des choses comme ça, qui sont très riches, qui sont très intéressantes, mais qui ne sont pas forcément toujours aimées d'ailleurs dans les cantines. Et c'est là aussi qu'il faut qu'il y ait un travail pour que, j'allais dire, on apprenne aux gens à mieux se nourrir et qu'on apprenne à ce qu'ils goûtent les produits et qu'ils puissent, j'allais dire, s'habituer à changer leur mode. Et puis par rapport aux pays du Sud, puisqu'on ne peut pas les oublier non plus, c'est que le problème là-bas, c'est d'apporter suffisamment et
donc on voit bien que ce n'est pas simple non plus, et que ça remet peut-être en cause aussi un peu notre développement, puisqu'on utilise beaucoup de viande, mais de plus en plus on achète notre viande qui vient des pays du Sud. Et donc là aussi, il faut qu'on ait une réflexion, j'allais dire, globale, de telle manière à ce qu'on puisse produire le maximum dans chaque pays pour l'alimentation, parce que je crois que ça c'est important, et que d'autre part, on favorise l'ensemble des consommations, en sachant que c'est comme la cigarette, hein, on a pris des lois très fermes pour ne plus fumer dans les locaux publics, parce que, monsieur le proviseur, je vous signale que dans les établissements scolaires, c'est interdit pour tout le monde, et que tout contrevenant peut être condamné. Il suffit qu'il y ait un seul collègue qui porte plainte. Donc, c'est logique. Et ce que je veux dire, c'est que sur l'alimentation, on peut prendre des réglementations. En plus, c'est pour notre bien. Donc, c'est pas pour nous rendre malades, c'est pour, au contraire, faire en sorte qu'on puisse vivre plus longtemps, mieux, parce que j'ai vu aussi qu'il faut qu'on puisse vieillir dans de bonnes conditions et d'éviter certaines maladies en fin de vie. Et puis, d'autre part, que l'ensemble des pays puissent aussi produire leur alimentation, quitte à ce qu'on apporte un peu moins de produits pour certaines choses et qu'on laisse un peu plus dans ces pays-là, ce qui n'empêche pas qu'il faut bien sûr intervenir dans les cas d'urgence et dans les cas de malnutrition. Et puis pas oublier que la nourriture, c'est aussi le plaisir. C'est le plaisir de la table, mais c'est aussi le plaisir de l'échange, c'est le plaisir de la vie. Et je crois que c'est une dimension ce sont des dimensions qu'il faut qu'on retrouve dans nos propres comportements. Merci Jean-Pierre Giraud. Merci à vous toutes, à vous tous. Le prochain forum, ce sera le 31 mai à 20h30. Le thème sera l'atome, le charbon, le gaz, le soleil et les autres, un petit peu sur le mode du film Pierre-Paul Jacques, etc. Quelles énergies pour demain? Ce forum est terminé. Vous pouvez aussi consulter le site de Science Action, www.scienceaction.asso.fr. Merci à toutes et à tous.